C'est parti. Eh bien, alors, on est 68 personnes. Le compteur continue d'augmenter, mais je pense qu'on va se lancer. Il est 17h03, donc je pense que la plupart des participants qui voulaient suivre sont là ou ne vont pas tarder. Donc, Valérie, bah, déjà, merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation. Tu as avec toi quelques dizaines de gens qui sont impliqués dans la fresque, et notamment une petite poignée qui m'ont aidé à travailler sur la refonte des cartes, puisqu'on va les mettre à jour suite à la sortie du sixième rapport, enfin, la contribution du premier groupe au sixième rapport de cet été. Et donc, ça nous a demandé un petit peu de travail, et ça nous a fait nous poser quelques questions sur des graphiques, des données, voilà, sur lesquelles on a besoin de tes réponses, de tes éclairages, ou que tu nous rediriges vers tes collègues qui pourront nous répondre. Ouais. Donc, on va attaquer. Je vais mettre aussi l'affichage en mode intervenant, parce que je pense que c'est comme ça que ce sera enregistré par mon ordinateur. Et du coup, eh bien, si c'est OK pour toi, on va attaquer. Déjà, je voudrais, peut-être avant qu'on démarre sur les questions techniques, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement et nous dire en quoi consiste le travail de co-présidente du groupe 1 du GIEC, et quel a été ton emploi du temps sur les quelques derniers mois? Bon, alors, me présenter. Donc, je suis dans l'année de mes 50 ans, j'ai 2 grandes filles, mon mari est fresqueur et travaille dans le même laboratoire que moi à Saclay. On est tous les deux physiciens et on travaille en sciences du climat. Donc, l'ensemble de ma carrière professionnelle a porté sur la compréhension du fonctionnement du climat à travers des études de modélisation du climat passé, de reconstitution de climat passé, d'observation actuelle, de confrontation, simulation, observation, et de ce qu'on tire du passé pour comprendre comment tout ça fonctionne. Voilà. Ensuite, donc, j'ai une implication dans le GIEC comme auteur principal du chapitre sur les climats passés du 4e rapport de 2007, coordinatrice de ce chapitre sur les climats passés du 5e rapport en 2013. Et là, j'ai contribué aussi au résumé technique, au résumé pour décideurs, à l'approbation. Donc j'ai vu l'autre côté, en fait, l'interface sciences politiques. Et la personne qui représentait le GIEC au gouvernement français m'a demandé de candidater comme coprésidente en 2015. J'ai mis beaucoup de temps à me décider, j'ai fini par le faire. Et ce que je redoutais s'est produit, c'est-à-dire que ça prend beaucoup plus de temps que ce que j'imaginais. Quasiment pas de temps pour faire ma propre recherche. Donc être coprésidente, ça veut dire contribuer à définir la structure des rapports. Donc c'est un cadrage avec 2 piliers. Qu'est-ce qui est important pour éclairer les choix? Donc quelles sont les attentes des utilisateurs des rapports, avec beaucoup d'analyses d'enquête. Et de l'autre côté, quelles sont les avancées scientifiques dont on veut qu'elles soient reflétées dans la structure des rapports. C'est aussi avec les membres du bureau du groupe 1, on est 9. Donc moi, j'ai travaillé en tandem étroit avec un collègue chinois, spécialiste de la physique de l'atmosphère et des extrêmes. Donc toutes les décisions ont été prises à 2 et collégialement au consensus avec les 7 vice-présidents du groupe 1. C'est la sélection des auteurs. Pour le groupe 1, c'est 1000 nominations. On en a retenu 234. C'est aussi, de mon point de vue, une grande attention à la partie éthique du fait d'être auteur d'un rapport. Donc quand quelqu'un ne pouvait pas contribuer, trouver une solution quand c'était pour des raisons, des contraintes, ou un remplacement quand la personne ne contribuait pas. Donc il y a ce côté-là, hein, pour moi, qui est important, l'éthique de la publication. C'est la relecture de tous les documents, donc tous les brouillons de rapport, un brouillon interne, 2 versions successives de chacun des chapitres, et puis c'est la coordination de la préparation du résumé technique et du résumé à l'intention des décideurs, avec pour celui-là vraiment un angle différent. Tout un travail avec des concepteurs de visuels pour faire des visuels plus faciles d'accès, plus intuitifs. C'est pas parfait, mais on a fait un gros travail dans ce sens-là. Et également tout un travail avec des spécialistes de communication scientifique pour travailler sur un résumé pour décideurs beaucoup plus court que précédemment. Et donc je résume, si tout va bien, c'est que chacun fait son travail correctement, les auteurs, les relecteurs, les collègues du bureau, l'unité d'une dizaine de personnes qui nous aident. Et puis s'il y a un truc qui va pas, c'est ma responsabilité. Comme d'habitude, si ça va pas, c'est le faute du chef.
Très bien, merci. Écoute, on va attaquer. Alors, ça va probablement te changer des discussions, des interviews que tu as pu avoir jusqu'ici ou des présentations que tu as faites, parce qu'on va aller assez dans le détail de points un petit peu techniques qui nous sont utiles pour nous. Et j'attaque tout de suite. Alors, je t'avais envoyé par mail la liste des questions, donc si tu veux la voir sous le nez, ça peut être utile, mais je vais quand même les redonner oralement pour les besoins de l'enregistrement. Et donc, on a une première question qui est pourquoi la différenciation entre l'ozone troposphérique et l'ozone stratosphérique a-t-elle disparu dans le calcul du forçage radiatif? Dans l'illustration qu'on a sur une des cartes de la fresque, on a les deux qui sont séparés, les deux phénomènes étant quand même d'origine très différente. Qu'est-ce qui a décidé de les fusionner? Alors en fait, la question, elle porte sur la figure du résumé pour décideur? Euh, alors, du coup, la personne qui avait fait cette remarque, est-ce que tu peux Et nous c'était moi. dire où on l'avait vu? Bon. Vas-y. C'était en fait dans les sources de données, les tables qui sont citées à la fin dans les données supplémentaires, matériaux supplémentaires. L'ozone, avant, il y avait deux colonnes pour stratosphérique et troposphérique. Maintenant, les deux ont été sommés dans une même colonne, en disant juste ozone, en précisant que ça recouvrait les deux. Ok, donc j'ai pas une réponse simple à ça. Je peux poser la question au coordinateur du chapitre 7. Donc c'est celui qui porte sur l'évaluation du bilan d'énergie de la Terre, des forçages radiatifs, de la réponse du climat. Je peux leur poser la question spécifiquement. Par ailleurs, ça tient peut-être aussi au fait que l'ozone tropo, il interagit avec la chimie de l'atmosphère. Ça a été évalué spécifiquement dans le chapitre 6. C'est la première fois qu'on a un chapitre sur les composés à courte durée de vie qui agissent à la fois sur le climat et la qualité de l'air. Voilà, donc je peux me renseigner et revenir vers vous sur ce point-là. Ça marche, pas de souci. Comme tu préfères, tu peux aussi nous mettre en relation avec tes collègues et on peut voir Ouais. ça Alors, avec eux. en France, la personne à qui poser ça pourrait être Sophie Zopa. Et sinon, c'est Pierce Foster, coordinateur du chapitre 7 britannique, qui sera la bonne personne. D'accord, Sophie, je crois qu'on a le contact. Ouais. Ça tombe bien. Merci beaucoup. Quelles sont les valeurs finalement du forçage relatif pour d'un côté les gaz à effet de serre, d'autre côté les aérosols? Parce que dans la version précédente, on avait une valeur claire et là, je n'ai pas trouvé pour Alors, l'instant. est-ce que vous avez regardé les tables de l'annexe 3? Donc, c'est des tableaux du forçage radiatif effectif pour les gaz à effet de serre et pour tous les forceurs historiques et projetés. Qu'est-ce que l'annexe 3? C'est l'annexe 3 qui va avec le rapport. Donc c'est une table avec, C'est par une exemple, annexe du les rapport complet? abondances historiques des gaz à effet de serre, l'estimation du forçage radiatif. Donc pour chacun des gaz à effet de serre bien mélangés en fait. Ouais. Et puis les estimations pour les autres facteurs et la même chose dans les projections. Ok, Et là vous on avez en va fait les regarder ça. tables enfin décennie par décennie dans les projections avec pour chacun des scénarios SSP les estimations. Et puis pour les données historiques, genre je sais plus à quel pas de temps c'est fourni, 50 ans jusqu'en 1900, puis après 10 ans, et puis pour la période récente, il y a 2000, 2015, 2019. Ok, on va regarder à cet endroit-là. Du coup, merci beaucoup. Donc, j'en profite pour demander à mes camarades de jeu si vous pouvez jeter un œil en attendant et vérifier qu'on trouve bien l'info C'est la d'ici à la table fin A grand 3.3 de l'annexe 3, qui est la table du forçage radiatif de tous les forceurs pour ce qui est observé 1750-2019. Ok, super. Donc, on a la valeur pour aujourd'hui, du coup. Pour 2019. Oui, mais pour 2019, c'est bon. Voilà, on n'a pas Ouais, l'évaluation 2020. pas de souci. Très bien, merci beaucoup. Le détail de calcul du forçage relatif provenant du 6e rapport n'était plus en phase avec celui du 5e, solaire en valeur négative et volcan en… Non, pardon, le forçage solaire en valeur positive et le forçage des volcans en valeur négative. Alors, en fait, dans le graphique que l'on a dans le 5e rapport, le graphique du forçage relatif avec toutes les causes anthropiques ou naturelles, on a quelque chose qui est peut-être un petit peu artificiel, qui est que le forçage du Soleil a été rajouté sur le haut du graphique avec des valeurs du coup qui sont positives et qui font qu'on voit bien les petites
gouttelettes jaunes sur le dessus. Et pour les volcans, ça a été mis avec des valeurs toutes négatives. Ça, Et, c'était la là, on a figure essayé- du chapitre forçage radiatif de la R5 à laquelle Ouais, tu dans fais la R5, référence. dans Ouais, la R5 et qu'on a repris dans nos cartes. Et là, maintenant, on a essayé de refaire cette graphique sur la base des données de la R6 ouais. et on a quelque chose qui est un peu moins joli puisque le solaire et les volcans ont des valeurs positives et négatives suivant les années. Oui, tout à fait. Donc, parce qu'en fait, pour le Soleil, il y a les cycles de 11 ans. Et puis pour les éruptions volcaniques, par exemple sur la dernière décennie, il y a eu un peu plus d'éruptions volcaniques de base en fait que précédemment. Donc j'imagine. Alors je sais pas en fait exactement à quelle période et à quelles données vous faites référence. Donc vous avez le détail dans le chapitre de la même annexe en fait. Hein, il y a aussi Soleil et volcan qui est fourni la table de données. Donc je sais pas si c'est ça la question. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui est assez faible en fait. Hein. Oui, c'est assez faible, tout à fait, mais pour des raisons d'ergonomie. On Ouais. serait tenté de réévaluer très légèrement les valeurs du Soleil, mais de toute façon, elles sont relatives. Et puis, Alors c'est aussi est-ce que ce serait représenté. Alors acceptable? ouais, c'est aussi représenté dans la figure TS9 depuis 1750. Donc le résumé technique, il y a le forçage radiatif effectif. Et dedans, effectivement, il y a la partie soleil-volcan, mais qui est pas rajoutée au reste, qui est représentée proche de zéro finalement. D'accord, mais est-ce que tu trouverais acceptable que l'on prenne les valeurs qui sont dans les annexes et qu'on les translate pour avoir des valeurs toujours positives sur le Soleil, toujours négatives pour les volcans? Alors le problème, c'est que les deux ne se compensent pas. Ça fait quand même toucher à la valeur du forçage global, si on fait ça. C'est que visuel, Euh, c'est pas très grave. Mais, c'est que ça, c'est que visuel. hmm. C'est que visuel. Est-ce que tu penses qu'on reste suffisamment rigoureux sur le plan scientifique en faisant ça pour améliorer un peu l'ergonomie du graphique? Bah, en fait, ça veut dire remettre à jour le graphique tel qu'il était dans la R5. C'est tout. Oui, mais comme je ne sais pas quel traitement de données ils ont fait, voilà, je voulais vérifier. En fait, vous pouvez garder la forme visuelle de la représentation de la R5 avec les données de la R6, il n'y a pas de souci. Oui, mais ça nous oblige à faire cette manip-là, Ouais, de c'est repasser vrai. légère translation sur ces Ouais, deux valeurs. sinon, Ok. celui qui pourrait s'amuser à le faire facilement, c'est François-Marie Bréon, parce que c'est lui qui avait fait la Ah, ok. figure de la R5. Ah, bah super, on peut lui demander. C'est lui, en fait, qui avait fait toutes les figures du chapitre correspondant de la R5. Donc peut-être qu'il serait intéressé à le remettre à jour avec les données R6. Ah, bah super, très bien, on lui en parle. Euh, Alors, là, j'ai une question, comment avoir accès à cette source? Et j'ai un lien qui est un lien vers Geoscientific Model Development. Ah, alors si c'est un article d'un des journaux de l'éditeur européen qui s'appelle Copernicus, GMD, c'est ça? Je Tout est en suis pas ligne. sûr. Ouais, donc en Ouais, fait, ce journal est intégralement disponible en ligne. C'est les journaux de la société savante qu'on appelle Société européenne de géosciences. Et ouais. l'ensemble des articles est disponible en ligne. Donc il faut juste aller sur le lien, en fait, je pense. Alors, attends, je vais mettre le lien dans la discussion. Est-ce qu'on parle bien de ça? Ah oui, c'est Copernicus, ouais, .org. Oui, voilà, bah donc il suffit de cliquer dessus, et puis il y a l'article, et il faut cliquer sur PDF ou je sais pas quoi, télécharger l'article entier dans la colonne de droite, et on peut récupérer Ouais, l'ensemble de l'article en PDF. Et il est entièrement en ligne. C'est la chouette chose avec cet éditeur scientifique qui est en accès libre. Beaucoup d'autres sont ok, en accès payant. ok, super. Eh ben, merci beaucoup. Est-il possible d'avoir davantage d'explications sur l'inertie du système terrestre après le moment où on a atteint le Ouais. zéro émission nette? Alors ça se trouve en détail dans le chapitre 5. Euh, Je vous donne la source, après je sais pas le Ouais, ouais, niveau de bien. détail que vous voulez. C'est précisément dans le chapitre 5. Alors attendez, je vais dans le chapitre, version finale, et donc c'est dans le budget carbone résiduel. Et dedans, il y a, puisque c'est important, l'évaluation de ce qu'on appelle le commitment pour zéro émission de CO2. Alors attendez, j'y suis pas encore, mais presque. J'essaie de vous donner le nom exact de la section. Remaining Carbon Budget. Adjustment, voilà, c'est la section 5.5.2.2.4 où ce point-là est abordé. Donc, attends. En fait, l'acronyme à rechercher dans le rapport, c'est ZEC, Zero Emission Commitment.
Donc c'est qu'est-ce qu'on attend comme réponse du climat si on atteint net zéro CO2 mondial. Et il y a eu tout un programme de modélisation dédié à ça, qui n'était pas disponible au moment du 5e rapport, et qui donne le même résultat. En gros, le résultat, c'est si demain on met à zéro les émissions mondiales de CO2, il y a des effets qui se compensent, multiples, et le résultat, c'est quasiment aucun réchauffement résiduel, à l'échelle de quelques décennies. Ok. Les mécanismes à l'œuvre, ils sont aussi abordés dans un encadré qui porte sur l'océan. Ça s'appelle le nexus entre l'énergie et le carbone dans l'océan. Et ce sont ces processus-là en particulier qui sont à l'origine de cette absence de réchauffement résiduel. C'est quelque chose qui reste très mal compris. La plupart des gens s'imaginent qu'il y a de l'inertie dans la réponse du climat. Alors qu'en réalité, c'est pas le cas. On peut pas revenir en arrière, hein, on a accumulé de la chaleur. Mais le réchauffement futur va dépendre principalement des émissions futures. Néanmoins, ça c'est uniquement pour le CO2. Mais quand on émet du CO2, on émet aussi des particules de pollution qui refroidissent. Donc si on arrête d'émettre du CO2, il y a aussi ces effets-là qui sont pris en compte. Et dans le rapport, ce sur quoi on met aussi l'accent, c'est donc je rajoute un élément supplémentaire. Hein. On met l'accent sur le fait que si on a des politiques ambitieuses pour la qualité de l'air, on perd l'effet masquant des particules de pollution. Donc ça devrait se réchauffer. Et c'est pour ça qu'on souligne l'importance de réduire les émissions de méthane. Comme c'est un gaz qui a une durée de vie courte, une dizaine d'années, si on réduit fort les émissions de méthane et qu'on dépollue, on maximise les bénéfices pour la qualité de l'air et on a un effet qui peut être limité en termes de température. Je ne sais pas si je suis très claire. Il y a aussi un petit encadré quelque part dans le chapitre 4 sur le Zero Emission Commitment, qui décrit en fait le programme d'intercomparaison de modèles de climat où on a fait ça, des modèles complexes, des modèles un peu intermédiaires, et qui décrypte un peu les processus à l'œuvre. Et c'est un truc qui est pris en compte dans l'analyse des budgets carbone résiduels. Est-ce que je peux préciser un peu la question? Parce Ouais. que c'était une très grosse question qui a été que je t'ai laissé en une phrase. En fait, il y avait des gens, dont toi, Cédric, qui se posaient la question, c'est quoi ces fameux 20 ans? Parce qu'il y avait des gens qui avaient compris que si on arrête d'émettre du CO2, on a une réponse atmosphérique assez rapide et qu'on va donc voir assez rapidement l'arrêt du forçage, comme ça vient d'être dit. Et il y a une histoire de, ben non, il faut attendre plus ou moins 20 ans. C'était le premier point. Et le deuxième point, c'était, dans certains graphiques, on nous dit qu'il faut attendre plusieurs milliers d'années et il restera toujours 15 à 40% de CO2 résiduel dans l'atmosphère, alors que parfois on peut comprendre que si on l'absorbe en plus nous-mêmes, on peut aller plus vite. Voilà, Alors, donc sur les 20 ans, dans le rapport, c'est autre chose. Dans le résumé pour décideurs, ce qu'on met dans le résumé pour décideurs, c'est entre un scénario de forte hausse d'émissions, le SSP XX7, 5-7, et un scénario de forte baisse d'émissions, alors je ne sais plus lequel on avait pris, le 1.9 ou le 2.6, enfin peu importe. Si on compare ces deux scénarios-là et la réponse du climat, le moment où la différence devient discernable par rapport à la variabilité spontanée du climat, c'est une vingtaine d'années. C'est le moment où, statistiquement, compte tenu de la variabilité d'une année à l'autre, les événements El Niño et le reste de la température, où on le discernera de manière statistique. Donc ça, c'est autre chose. C'est en fait une question de détection, on va dire. Et le dernier point, donc sur le CO2 dans l'atmosphère et la partie qui va rester et qui va rester très longtemps, en gros, la conclusion est la même que dans le 5e rapport. La fraction, en fait, hein, qui est... Donc aujourd'hui, on a des puits rapides, l'océan, la végétation et les sols, qui enlèvent en gros 56% de nos émissions. Donc le reste, c'est des facteurs graduels qui vont l'enlever. Ceux-là vont aussi dépendre de l'état du climat, mais l'échelle de temps qu'on avait dans le 5e rapport, elle reste dans celui-ci. Il n'y a pas tellement de connaissances nouvelles de ce point de vue-là. Ok, ça marche. Alors, question suivante. On a une carte dans la fresque qui s'appelle hydrate de méthane. Et en fait, on comprend aujourd'hui, mais c'était déjà le cas dans le rapport précédent, hein, que les niveaux de connaissance sur les hydrates de méthane pour identifier un danger de boucle de rétroaction sont encore trop faibles pour que ce soit identifié comme un danger significatif. Est-ce que tu trouves cohérent qu'on enlève cette carte?
Oui, c'est un peu étonnant de mettre beaucoup l'accent dessus. Donc, certains ont mis l'accent dessus en disant ça peut faire partie des facteurs très mal compris, mais potentiellement amplificateurs graves. L'état des connaissances, y compris sur certaines périodes passées, suggère que c'est pas forcément un facteur d'emballement ou autre chose important, même si le niveau de compréhension est limité. Et une des raisons pour ça, c'est que ceux qui sont au fond de l'océan, ils sont dans des gammes de température, de pression associées à des masses d'eau différentes. Il n'y a aucune raison qu'ils soient déstabilisés en même temps, en fait, hein. Et vous avez peut-être vu aussi que régulièrement, il y a des campagnes dans l'Arctique où les gens vont dans les sédiments, montrent qu'il y a des dégazages, mais en fait, c'est normal. Il y en a tout le temps. Et c'est pas parce qu'on en détecte un en allant là que c'est le signe, que c'est le début d'un processus qui va s'amplifier. Donc c'est souvent dans les médias, mais l'état des connaissances, je pense, ne justifie pas de mettre cela à la hausse dans les processus importants à prendre en compte ou mal connus. Ok, eh ben, ça marche, merci. Donc, on est en phase avec l'idée de supprimer cette carte. D'ailleurs, j'en profite pour te poser une question. Tu connais un petit peu les cartes de la fresque. Est-ce que tu verrais un élément qui mériterait sa place, qu'on n'a pas mis? On a pensé à l'albédo, on a pensé dans les... Peut-être dans les choses un peu nouvelles de ce rapport, il y a la manière dont l'urbanisation, l'utilisation des terres interagit avec le changement climatique, les effets d'îlots de chaleur, les choses comme ça, qui peut en fait démultiplier finalement l'effet réchauffant ou au contraire le limiter selon la nature de l'urbanisation, et en particulier la partie évapotranspiration qui est un des facteurs limitants. Pour moi, c'est un des points qui se renforce avec l'étude en fait des microclimats urbains et qui est important un peu partout dans le monde aussi. Ça marche. Alors, du coup, ça va nous amener vers la question suivante. Quels sont les principaux points d'incertitude dans l'AR5 qui ont pu être précisés dans l'AR6? C'est vaste. Ouais. Alors, si vous voulez une vue d'ensemble de quelques-unes des avancées qu'on a voulu mettre en avant, il y a 2 pages au début du résumé technique où on a pris l'AR5 groupe 1, les 3 rapports spéciaux 2018-2019 et on montre quelques-uns des changements significatifs. Pour moi, le truc majeur, c'est la contrainte alors, la première chose, c'est la contrainte de la sensibilité du climat. La valeur, notre meilleure estimation est la plage. Donc ça a vraiment changé par rapport à la R5. Et c'est le fait de combiner plusieurs sources d'informations, les observations, la compréhension de chacune des rétroactions, les contraintes issues des climats passés. Et c'est vraiment quelque chose, enfin on reflète juste l'état des lieux de la communauté scientifique, mais c'est un progrès considérable de ces dernières années. Et par ailleurs, dans les projections de température qu'on met dans ce rapport et de niveau des mers, pour la première fois, elles sont cohérentes avec l'évaluation de la sensibilité du climat et cohérentes entre elles. Et donc, on a utilisé en fait des émulateurs, donc des modèles de climat simplifiés, et on rapporte pas le résultat des modèles de climat, on rapporte les projections climatiques contraintes par notre compréhension de cette réponse du climat. Ça n'a l'air de rien, mais en réalité, c'est une avancée considérable sur la cohérence des projections, température, niveau des mers et compréhension de la réponse du climat. Pas simple à expliquer, pas simple à expliquer pour des non-spécialistes, mais important. Et pour moi, l'autre chose aussi, c'est arriver à boucler le bilan d'énergie de la Terre, arriver à boucler le bilan sur le niveau des mers et leur cohérence. Sur les observations, c'est aussi une avancée considérable. Ça parle bien à des gens qui ont une formation un peu d'ingénieur, de physicien aussi. Alors, ça me fait penser à une question qu'on n'avait pas mis dans les questions, mais que je vais te poser. Quand on fait le bilan énergétique de la Terre, entre l'océan qui absorbe 91% maintenant Ouais. du total et les autres, j'imagine que les marges d'erreur ne sont pas les mêmes. Donc, j'imagine qu'on connaît avec une assez grande précision les 1% qui vont dans l'atmosphère, les 3% qui vont dans la glace, 5% dans le sol, et que le reste, on le déduit par soustraction, même si on peut en faire une évaluation, mais on ne va pas avoir une étude de ce qui arrive dans l'eau qui nous dit oui, c'est bon, je colle avec Alors, 91%. les progrès, en fait, pour le bilan d'énergie et pour le niveau des mers, c'est dans le réseau d'observation de l'océan en surface et en profondeur, avec des instruments semi-automatiques. Les marges d'erreur, c'est quoi? Les marges d'erreur sur, Attends, par exemple, donne-moi une seconde. Vas-y. Ça marche.
qui lui travaillait Ouais. et vient de rentrer. Très bien. Ouais, donc en fait, ce que je disais, c'est des progrès dans l'observation de profils de température, pas uniquement dans les premiers 700 mètres de l'océan, mais jusque 2000 mètres et même davantage. Et en particulier, ce qui se passe dans l'océan profond, ce qui se passe dans l'océan austral. L'océan austral, il a récupéré, je crois, c'est l'ordre de 45% de l'énergie supplémentaire stockée dans l'océan sur les derniers 20 ans. Et c'est vraiment ces progrès de réseaux d'observation au cours des derniers 20 ans qui ont été critiques. Et les marges d'erreur sur la quantité d'énergie qui est absorbée par Euh, l'océan, j'imagine que c'est quand même largement plus que 1 ou 2%. alors, je peux le retrouver. La Donc, barre d'erreur, elle est dans le chapitre 7. ouais. C'est là où c'est La barre abordé. d'erreur, en fait, elle est plus importante que la valeur des autres réceptacles de l'énergie. Euh, En absolu, oui, mais en relatif, ça doit être assez similaire. Ah oui, en relatif, c'est possible. Mais en D'accord, absolu, ça oui. marche. Mais en absolu, Oui, oui. voilà. En absolu. Oui, Du oui. coup, on obtient le 91% en faisant la soustraction, principalement. Non, non, il y a aussi une estimation directe. D'accord. C'est en particulier alors, si vous voulez creuser ça, la personne à contacter, c'est Karina von Schuckmann, qui est au Lagos à Toulouse, et qui en est une des grandes spécialistes. D'accord. De tous les aspects, hein, donc le traitement des données, le bouclage du bilan d'énergie, etc. Donc elle est franco-allemande et vraiment elle fait partie de ceux qui mènent ces travaux directement. Ok, bien noté. On a une question sur la différence entre niveau de confiance et probabilité. Avec quel mot est-ce que tu expliques la différence entre les deux, toi? Ouais, alors en fait, le niveau de confiance, c'est en fonction des sources d'informations disponibles, leur robustesse, leur cohérence. Et donc, quand on a beaucoup d'éléments, des approches très différentes qui convergent, on a une confiance élevée, ou alors c'est des faits établis. Ou moyenne quand on a peu d'éléments ou certains éléments ne sont pas complètement cohérents. Quand on comprend pas les choses, on a souvent une confiance faible. C'est le cas de plein de choses, par exemple comme l'évolution de la banquise autour de l'Antarctique, ou bien l'évolution de la calotte antarctique. On a des observations très limitées. On sait que nos modèles représentent pas tous les processus, et c'est pour ça que souvent on a une confiance faible associée à la compréhension de ce qui est observé et aux projections de ce point de vue-là. Ensuite, l'approche probabiliste, elle est uniquement appliquée quand on a des informations quantitatives, des jeux de données. Dans ce cas-là, en fait, c'est une autre manière finalement de quantifier le niveau de confiance dans ce cas-là. On a aussi une approche probabiliste sur les plages, quand on rapporte des plages de projection ou autres. Et là, c'est vraiment simplement la plage associée à un intervalle de confiance, typiquement de 66% qu'on va rapporter, ou 90% selon les cas. Pour la grande majorité des gens, ça parle pas du tout, c'est clair. Moi, quand je fais des présentations publiques, en général, je mets pas l'accent dessus. Mais quand on fait l'évaluation, c'est un point qui est critique. C'est un point qui suscite beaucoup d'attention de la part des auteurs, en particulier par rapport à l'évolution du niveau de confiance. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que parfois, avec le progrès des connaissances, on peut revenir aussi en arrière sur certains aspects. C'est-à-dire, on peut avoir en fait une plage d'incertitude plus grande quand on comprend mieux certains processus. Et dans ce rapport, en fait, pour aller au-delà de ça, on a aussi mis en évidence, pas uniquement, par exemple, la plage la plus probable des projections, mais aussi, on met l'accent sur le fait que, par exemple, pour un scénario d'émissions de gaz à effet de serre donné, on a une plage de réponse du climat, on rapporte la plage la plus probable, pour la température, par exemple, à la surface de la Terre, mais on peut aussi avoir, si la sensibilité du climat est particulièrement faible ou particulièrement forte, plus que notre meilleure estimation, une réponse différente. Et ça, on le met en avant de manière assez explicite. C'est le cas dans une infographie, par exemple, qui est dans le résumé technique, sur les mondes futurs chauds, parce qu'on pense que c'est un message important à transmettre. Refléter, en fait, les choses en termes de gestion de risque, qui sont pas la plage la plus probable, mais qui peuvent être associées à des risques plus importants. J'ai l'impression que c'était nouveau Oui. dans ce rapport. Oui, c'est nouveau Tu peux nous et dire c'est. qu'est-ce qui vous a amené à Ah ben, c'est par exemple, décider à faire ça? c'est la demande des utilisateurs d'informations climatiques, et en particulier ceux qui gèrent des infrastructures critiques, qui doivent explorer toute la gamme de risques et aussi ce qu'on appelle des signes noirs, hein, enfin les événements à faible probabilité d'occurrence mais potentiellement très fort impact.
Ça a été pris en compte, par exemple, dans tous les travaux de réflexion sur la reconstruction de la ville de New York post-tempête Sandy. C'est quelque chose qui est demandé pour la montée du niveau des mers, pas simplement la plage probable, mais dans le scénario entre guillemets le plus important de déstabilisation de calotte, physiquement plausible, qu'est-ce que c'est la limite haute? Voilà. Et c'est aussi demandé par les actuaires, les gens qui font les évaluations de risque pour des investissements, pour des infrastructures, pour les calculs de primes d'assurance aussi. C'est des choses qui sont prises en compte. Il y avait j'ai entendu parler d'une notion qui était, dont on parle quand on parle de changement climatique, il y a la notion je ne sais pas si c'est de gaussienne, enfin en tout cas de courbe de répartition de risque à queue épaisse. C'est-à-dire Oui. que les événements les plus extrêmes sont plus importants que une répartition statistique classique gaussienne. Est-ce qu'aujourd'hui, les actuaires ont pris ça en considération? Est-ce qu'ils ont été obligés de changer leur modèle ou est-ce que tu n'es pas allé aussi loin que ça dans leurs travaux? Alors moi, je peux pas répondre à ça. Je peux pas répondre directement à ça, mais clairement, les approches gaussiennes, elles fonctionnent pas pour les événements extrêmes. C'est d'autres théories qui s'appliquent, la théorie des records et autres. Et donc, ça fait partie des choses qu'on a passées en revue, en particulier dans le chapitre 11, sur les coûts de distribution. C'est aussi le cas, par exemple, sur des événements composites, type submersion côtière plus inondation fluviale, par exemple, ou pluviale. C'est le cas sur des événements composites qui peuvent conduire à des conditions propices à des feux de forêt très sévères aussi. Donc sécheresse plus vague de chaleur plus vent fort. Donc ça fait partie des choses qui sont abordées et qui ne marchent pas en fait avec des approches purement gaussiennes. J'en profite pour te glisser une question sur comment est-ce qu'on traduit en français fire weather? Conditions météo. Alors moi je dis aujourd'hui conditions météorologiques propices aux incendies, c'est atroce, mais c'est un peu plus long, on est d'accord. Okay. en français c'est en général au moins un tiers plus long, quoi qu'on fasse. Ouais, en général, mais là c'est beaucoup plus. Mais ok. J'ai essayé de le faire dans. Ouais, j'ai fait des séries de tweets récemment. Le premier c'était sur la conf de presse en fait, l'adapté en français. Le deuxième c'était sur l'information régionale pour les territoires français en métropole et dans les outre-mer. Et j'ai essayé de faire mes traductions à moi. Il y a une discussion qui est en cours parmi les auteurs. Et dans les mois à venir, on va relire les traductions des traducteurs assermentés ONU en fait. Oui. Et c'est les auteurs francophones qui vont choisir en fait les termes les plus techniques de ce type-là. D'accord. Oui, c'était la question que j'allais poser. C'est la traduction, elle est faite par les traducteurs officiels de l'ONU dans les 6 langues officielles. Et ensuite, il y a une relecture par les scientifiques. Ouais, on a vu dans les rapports spéciaux 1.5 Terre et Océan que c'était critique. Parce que les traducteurs. Dans la R5, c'était pas déjà le cas? Il n'y a pas déjà moi, j'ai pas supervisé la relecture des traductions de la R5. Oui, j'avais été sollicité, j'avais fait rapidement. Et là, en fait, on a vu que c'était vraiment important de le faire le plus justement possible. C'est un énorme boulot, en fait. C'est un peu comme la relecture des rapports, en fait. S'assurer que le bon terme est utilisé comme c'est fait dans la communauté scientifique qui parle cette langue. Bien sûr. Du coup, j'en profite pour poser cette question. Le résumé technique en anglais mis en page correctement et puis le résumé technique en français, ils sont pour quand à peu près? Ah ça, je sais pas en fait. Je sais que le SPM, on veut en avoir une version propre en amont de la COP26, Ouais. y compris traduite normalement, si je me trompe pas. Traduite dans 6 langues avant la COP? Ouais, j'espère. Je crois le résumé technique, c'est plutôt prévu pour début de l'année prochaine. Donc les choses qui seront traduites en français, c'est le SPM, le glossaire, le résumé technique, les FAQ, les questions fréquentes. Ce sera les fiches régionales aussi, je pense. Les fiches de synthèse régionale. Donc en français, quand on dit en français, ça veut dire dans les 6 langues officielles de l'ONU? Ouais, les 6 langues officielles de l'ONU, donc le russe, le chinois, l'espagnol, l'arabe, le français. Il y a aussi des pays qui font des traductions dans d'autres langues. Et il y a déjà eu une traduction citoyenne du SPM qui est disponible en fait en français. Ah, en français, oui, je l'ai vu. Oui. Ouais. J'ai pas relu, je peux pas dire, voilà, j'ai pas relu. Si c'est celle que j'ai vue, il y a encore des choses à améliorer, mais c'est lisible. La dernière fois, la traduction citoyenne était presque meilleure que la traduction initiale des traducteurs assermentés. Non, c'est pas une blague. Oui, c'est possible. Parce que j'imagine qu'il y a une difficulté de traduire les termes techniques et ceux qui font ces traductions-là, ils ont déjà lu les rapports en français. Donc les termes qui ont été corrigés. Oui, exactement. Ça peut les aider. Alors, je continue sur mes questions. Donc ça, là, on l'a vu.
Ah oui, il y en avait une belle là. On a vu que la barre d'erreur donc pour le forçage relatif, la barre d'erreur sur les gaz à effet de serre, elle est du même ordre de grandeur que celle sur les aérosols. Alors, dans le chapitre précédent, la gaussienne était beaucoup plus aplatie pour les Ouais. aérosols et plus étroite pour l'effet de serre. On a vraiment amélioré la compréhension des aérosols à ce point-là, ou est-ce que la barre d'erreur sur Alors, la barre le d'erreur graphique, en elle est absolu, questionnable? donc c'est la figure SPM2, SPM2, ouais. le panel du milieu. Et en fait, donc la barre d'erreur en absolu, qui est de l'ordre de 1 degré à peu près, pour les gaz à effet de serre tout compris. Sur les autres facteurs anthropiques, elle est plutôt de 1,5, donc elle est en fait un quart plus basse. Et en proportion du forçage, elle est beaucoup plus grande. Pour les gaz à effet de serre, c'est une plage de 1 degré sur un forçage net estimé à 1,5 degré, en gros, enfin un effet net estimé à 1,5 degré. Et pour les autres facteurs, c'est une plage d'incertitude de l'ordre de, je sais pas, 0,75 degrés pour un effet net de l'ordre de 0,4 degrés. Donc proportionnellement à l'effet du forçage, c'est beaucoup plus grand pour le non gaz à effet de serre. Mais en absolu, c'est assez comparable. Et oui, il y a eu des progrès considérables sur l'effet des aérosols, l'effet indirect aérosol-nuage, même si cette incertitude-là, elle reste majeure. C'est l'incertitude qui domine sur le forçage radiatif, en fait. Ouais, ouais. Mais j'ai été étonné qu'on arrive à un niveau de barre d'erreur aussi équivalent en fait Ouais, de il y a eu certitude. énormément de travaux partout dans le monde, en fait, et ça tient aussi à des progrès d'imagerie, d'inventaire et d'imagerie, en fait. Hmm. D'imagerie Donc, satellite pour mieux résoudre les interactions particules-rayonnement et particules-nuages-rayonnement. ouais. Ce dont on parle, hein, c'est d'un côté donc, well-mixed greenhouse gases Ouais, ouais. et de l'autre côté other human drivers, c'est-à-dire l'ensemble de tout ce qui refroidit. Oui, oui, mais Ah non, l'ensemble de tout ce qui est refroidi. Donc là, en fait, ce que tu regardes, c'est dans ce graphique-là, c'est le résultat d'études d'attribution. hmm, Et après, dans la figure de droite, le dernier panel, le ouais, B, celui-là, ouais, en fait, c'est le résultat d'études de forçage radiatif et de bilan d'énergie. Donc, hmm, dans notre compréhension de l'attribution, on a deux sources d'informations qui sont en fait indépendantes. On force des modèles de climat et on regarde ce qu'ils donnent. Ça, c'est l'attribution. Et on évalue la contribution de chaque facteur au réchauffement par la compréhension du forçage radiatif théorique, en fait, hein, et le lien avec la réponse du climat aux perturbations du bilan d'énergie de la Terre. Et les deux choses sont assez cohérentes. Et quand tu regardes ce qui refroidit, c'est les NOx, c'est les aérosols soufrés, c'est les aérosols avec de la matière organique, en fait, et la réflectance, enfin l'albédo des terres. ouais. Alors justement, j'avais une question sur les NOx. Comment est-ce que les NOx refroidissent? C'est pas les traînées. C'est quoi les NOx là-dedans? Alors attends, j'ai pas la réponse directe. Je Ouais. peux donner une réponse en allant farfouiller dans le chapitre 7 ou le chapitre 2. Sinon on ira regarder. Parce que les Donne-moi NOx, une on est d'accord que seconde. c'est du gaz, hein. Alors attends, donne-moi une seconde. En fait, c'est des précurseurs d'aérosols, non? C'est pas ça? Ah bah c'est possible. C'est ceux qui jouent le rôle de précurseurs d'aérosols, je pense. Ils Donc sont c'est notés nitrogène dioxyde. Comment? Ils sont notés nitrogène dioxyde et ils sont présents assez tôt sur les graphiques et ils Ouais, sont dans des c'est des précurseurs d'aérosols, je pense. et ils sont notés avec un pouvoir refroidissant. Oui, oui, c'est parce que c'est des précurseurs d'aérosols. Et donc c'était ça la question en fait, c'est pourquoi est-ce que ces NOx sont notés en gaz à effet de serre alors que ça serait plutôt des aérosols? Où est-ce que tu vois noté en gaz à effet de serre? Ah non, ils ne sont pas notés en gaz à effet de serre, Non, ils non, sont non, non, non. notés des éléments Ils refroidissants. sont notés dans le panel, dans ce panel-là, de cette figure-là. Ils sont notés dans les noms en gaz à effet de serre. Et je pense que c'est parce que c'est des précurseurs de formation d'aérosols. Je peux farfouiller rapidement dans le chapitre 7 et trouver l'explication directe. Ou non, on va regarder nous-mêmes. Tu me dis Ouais, que je vais vers le Ils chapitre sont, 7 déjà, ils sont mais notés dans le SPM2 ouais, c'est ça, ouais. et ils sont dans mainly contribute to change in non-CO2 greenhouse gases Ouais. et ils sont en bleu, donc ils sont en négatif. Alors attends, j'ai une question là-dessus. Je reprends le SPM, donne-moi une seconde. Voilà, je l'avais sous les yeux. Ah, alors c'est ceux qui sont les... Là j'ai un doute. Pourquoi est-ce qu'ils sont notés?
C'est ça la question. Ouais, est-ce qu'il n'y a pas un problème avec l'accolade en dessous? C'est la question, justement. Ah ouais, ouais, Parce ouais, qu'il ne doit à pas être à creuser. droite. Ouais, à creuser. Je note. Et J'ai pas donc, la réponse directe, je vais vérifier. et la question qui suit, c'est justement, maintenant qu'ils sont notés là, est-ce qu'ils sont considérés là tout le temps ou est-ce que c'est une erreur de graphique? Je vérifierai, je peux pas répondre. Oui, on dirait qu'il y a une erreur sur les accolades, en fait, pas Ouais, forcément sur les valeurs. ouais, Mhm. je dois vérifier, je peux pas répondre directement. OK. Et donc, oui, sur les NOx, oui, je serais curieux de l'explication de comment est-ce que ça refroidit, puisque c'est pas des gaz à effet de serre, c'est des gaz, donc c'est pas des aérosols, à moins que ce soit des précurseurs d'aérosols. Ouais, Donc, c'était ça. je vois pas, mais je vois pas Ouais, très bien lesquels, du coup. Parce qu'un aérosol, c'est liquide ou solide. Donc, ouais. OK. Bon, bah, on a une question qui reste ouverte. Tant mieux. Alors, est-ce que tu peux nous donner des précisions sur ce qu'on appelle Equilibrium Climate Sensitivity? Oui, donc c'est un concept théorique qui décrit la manière dont qui quantifie la réponse de la température à la surface de la Terre lorsque on double le niveau de CO2 dans l'atmosphère par rapport au climat pré-industriel à l'équilibre. Donc ça peut prendre plusieurs siècles. Donc c'est vraiment ça la notion de sensibilité du climat à l'équilibre. Et ça se complète par une autre notion qui est celle de la réponse transitoire du climat, où là on va regarder sur une échelle de temps plus courte. Donc avant que ce soit complètement équilibré. D'accord. Donc, c'est une question de dynamique, en fait. Il y a un exercice théorique qui c'est à long terme à l'équilibre plus tard, et il y a une autre notion qui est Ouais, la notion de transitoire, où là, on regarde sur un temps donné quelle est la réponse qui va avoir lieu. ouais. D'accord. Alors, à propos des émissions négatives, est-ce que tu penses qu'il y a un risque d'hypothétiques émissions négatives à venir servent d'alibi. Ah oui, ouais. Est-ce qu'il y a un risque à ce que ces hypothèses qu'on fasse des émissions négatives à l'avenir puissent servir d'alibi pour ne pas réduire aujourd'hui nos émissions actuelles? C'est une question plus politique là. Ouais, ça déborde ce qui est fait dans cette évaluation. Donc, dans notre évaluation, on montre qu'une des conditions clés pour limiter le réchauffement, c'est de réduire fortement les émissions de CO2 jusqu'à être net zéro, c'est-à-dire des émissions résiduelles soient compensées par des éliminations durables, c'est vraiment dans ce sens-là, et réduire aussi fortement les émissions des autres gaz à effet de serre, bien mélangés, de sorte à limiter l'effet non CO2 net sur le climat. Donc, je peux pas répondre sur la façon dont ça s'est compris. Et je peux pas non plus répondre sur la question de la plausibilité ou de la faisabilité d'avoir des émissions négatives à très grande échelle, ni leur coût. Ça c'est plus dans l'évaluation du groupe 3 du GIEC, ça a été fait aussi dans le rapport sur 1,5 degré, c'est pas fait dans le rapport du groupe 1. Dans le rapport du groupe 1, ce qu'on regarde, c'est en cas d'émissions nettes négatives importantes, quelles implications pour le stockage de carbone. Et on a d'ailleurs à nouveau une évaluation des parties qui touchent à l'utilisation des terres, où on souligne les risques associés à des utilisations de terres à très grande échelle, en fait, pour cela. Ok, Alors là, par contre, il y a un truc important. C'est pas dans notre rapport à nous, c'est la manière dont le terme neutralité carbone est par exemple utilisé en termes de communication, marketing, greenwashing et tout le reste. Donc ça, c'est un vrai point dur. Donc dans ce rapport, on a une définition très claire de net zéro CO2, c'est comme ça qu'on l'utilise. On introduit une définition de neutralité carbone telle que c'est utilisé dans la littérature scientifique, technique, socio-économique. C'est pas prescriptif, ça reflète la manière dont le terme est utilisé, pas forcément au niveau global, mais à l'échelle d'une organisation, d'un pays, d'une institution, etc. Et le point très important, hein, c'est quand on affiche des choses de type neutralité carbone, c'est vérifier qu'il y a une action menée pour réduire les émissions effectivement, et quand c'est un recours à des compensations, c'est vérifier en fait ce que sont ces compensations. Et c'est un vrai problème, parce que dans la plupart des cas, c'est pas éliminer du CO2 qu'on a mis dans l'atmosphère et le stocker de manière durable, c'est pas nécessairement ça. C'est aider d'autres à éviter d'émettre, et c'est pas aligné avec le sens de ce terme dans une trajectoire de baisse d'émissions vers net zéro CO2 mondial. Évidemment. Ça marche.
Merci pour ces éléments. Alors, on a encore des tonnes de questions dans le Ouais. fichier qu'on avait préparé, mais déjà, on a répondu à celles qui étaient importantes pour nous pour le travail sur les cartes. Donc, je propose qu'on s'arrête sur cette partie-là et on va prendre des questions des participants maintenant. Et je vais du coup peut-être vous demander à tout le monde de lever la main. Et en attendant, je ne sais plus, Valérie, si on en avait reparlé, mais tu sais, tu avais rencontré Frédéric Joly il y a quelque temps sur c'est un membre de l'association qui t'avait demandé si tu étais d'accord pour être marraine de l'association. Oui. Donc, tu avais dit oui. Je vais juste vérifier que tu Oui. dis que tu le savais parce que nous, on le dit, hein, que tu es être marraine. Et donc, je voulais vérifier que c'était bien OK de ton côté. Alors, plutôt que de piocher moi-même dans les questions qui sont apparues dans le chat, je vais vous proposer aux participants de lever la main pour poser des questions et je vais vous voir apparaître dans l'ordre. Donc, allons-y. Laurent, si tu veux, vas-y. Oui, moi j'ai posé une question. En fait, à la lecture du SPM et du Technical Summary, en fait, dans le cadre de la refonte des cartes, là, on s'était posé la question sur les puits de carbone. Et donc, j'ai regardé dans le rapport et en fait, je n'ai pas vu grand-chose sur la photosynthèse. Donc, est-ce qu'effectivement, il n'y a pas grand-chose dessus ou est-ce que c'est considéré comme négligeable comme puits de carbone? Non, ça fait bien sûr partie du fonctionnement du cycle naturel du carbone. C'est traité en particulier dans le chapitre 5 sur les puits de carbone terrestres, avec des questions en particulier posées sur la réponse de la photosynthèse des plantes terrestres dans un climat qui se réchauffe et dans un climat avec, dans certaines régions, des conditions plus sèches. Donc il y a des choses spécifiques sur cette question-là, en particulier la limitation en eau pour la photosynthèse. Ça fait partie des points qui sont abordés. On l'a pas mis forcément en avant ni dans le TS ni dans le SPM, mais ce qu'on a mis en avant, c'est la question de, dans un climat qui se réchaufferait très fort, donc dans les scénarios les plus élevés d'émissions, les modèles actuels de climat et de cycle du carbone montrent que les puits naturels, donc océan, végétation et sol, continueraient à augmenter, mais récupéreraient une proportion plus faible de nos émissions. Donc ils perdraient en efficacité. Et ça, c'est un point qui est vraiment important. Les choses ont avancé là-dessus et ça comprend des choses sur la photosynthèse. Il y a une incertitude qui reste importante, y compris sur, par exemple, la prise en compte des feux de forêt. C'est représenté dans les modèles, mais de manière un peu grossière. Là où on voit des premiers signes, c'est des changements dans le fonctionnement, les processus océaniques, qui suggèrent que on a le début de processus qui vont conduire à une saturation relative du puits de carbone océanique. Et c'est dans le chapitre 5 l'encadré en particulier carbone, énergie, nexus. OK. Merci beaucoup, François, pour la question suivante. Juste, Valérie, avant qu'on continue, est-ce que tu as une contrainte en dur à 19h? Non, j'ai pas de contrainte en dur. Je suis en vacances. Ah, c'est vrai. Cool. Bon, je n'aurais pas dû dire ça parce qu'on risque de se garder un petit moment. Et puis, si on n'a pas fini, tu nous diras aussi si tu es dispo peut-être dans quelques semaines pour qu'on recommence. François. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, moi j'ai une question. On termine en général les ateliers de la fresque par des points un petit peu positifs. Qu'est-ce qu'il faut faire, etc., pour éviter tout ça. Et on parle des fameuses tonnes d'émissions. Et moi, je me base sur deux chiffres. D'une part, l'ADEME qui dit qu'en France, en gros, en CO2 équivalent, on est à peu près à 12 tonnes par Français. Et d'autre part, sur le graphique de l'IPCC, donc SR1.5, le CO2 Mitigation Curve, qui montre que si on commence à baisser les CO2 en 2020, il va falloir avoir une courbe de 6% pour limiter à 2 degrés en 2100 le réchauffement mondial. Quand on fait le petit calcul de 6% et qu'on commence à 12 tonnes en 2020, en gros, on atterrit à 2 tonnes en 2030. C'est pour fixer un objectif, je dirais, assez court terme aux gens qui nous écoutent. Alors, je voudrais savoir d'abord si ce chiffre était exact, parce que je pense qu'on mélange un petit peu le CO2 net, le CO2 simplement émis, et puis est-ce qu'on parle de vraiment que le CO2 ou le CO2 et les autres gaz à effet de serre? L'ADEME parle de 12 tonnes pour tout, et je crois que le schéma de mitigation curve, il parle que du CO2.
Ouais, c'est compliqué. Donc le chiffre par habitant en France, il y avait une mise à jour dans le dernier rapport du Haut Conseil Climat de juillet dernier. C'est entre 10 et 11 tonnes en fait CO2 équivalent, donc c'est tout gaz à effet de serre, avec une métrique qui est le potentiel de réchauffement global sur 100 ans. Donc ça compte ce qu'on fait sur notre territoire et les importations moins les exportations, plus les transports internationaux. Donc ça c'est la première chose. Moi j'ai pas vu en fait, je connais pas de publication spécifique qui traduit les trajectoires type 1.5 ou largement en dessous de 2 degrés en empreinte par pays, parce qu'il y a plein de questions en fait, et parmi ces questions, c'est quelle est la part de baisse d'émissions territoriales, par exemple, des pays parmi lesquels on importe la plupart de ce qu'on consomme. S'il y a une forte décarbonation en Chine ou en Pologne ou en Roumanie, enfin, en fait, notre empreinte baissera aussi fortement. Donc, de ce point de vue-là, moi, le Haut Conseil Climat avait fait un rapport spécifique sur comment faire baisser l'empreinte carbone de la France, qui peut être pertinent. Alors, l'autre question, c'est le net zéro. Donc, dans le rapport du groupe 1, c'est net zéro CO2, la façon dont c'est abordé, à partir de 5 scénarios illustratifs, qui sont les 5 scénarios utilisés pour la modélisation du climat global. Le rapport du groupe 3 qui va sortir en mars prochain, il explore en fait un bien plus grand nombre de trajectoires. Il les classe en fonction de ce que ça implique en termes de niveau de réchauffement, et ensuite il décrit leurs caractéristiques, CO2, CO2 équivalent, autres gaz. J'ai un peu de mal moi avec le CO2 équivalent, je peux expliquer si vous voulez. Ah oui, parce qu'on avait justement noté cette question, il est moins utilisé aujourd'hui. Alors dans le rapport du groupe 1, on ne l'utilise pourquoi? pas parce que il y a différentes métriques qui existent. Le potentiel de température globale, le potentiel de réchauffement avec une étoile, qui fait pas le calcul de la même manière, et celui-là, en fait, le dernier, il représente mieux l'effet d'émission de différents gaz, y compris des composés à courte durée de vie, sur l'évolution de la température globale, que le potentiel de réchauffement global à 100 ans. Et donc, quand on prend en compte des émissions de méthane, qui a une durée de vie courte, et d'autres facteurs, et des émissions de CO2, l'effet sur la température globale, il peut être un peu ambigu quand on prend la métrique que tout le monde utilise, potentiel de réchauffement global à 100 ans. On aurait pu utiliser décider d'une autre convention. Et Ouais, faire nous 20 ans ou 50 ans. on a mis sur la table ces métriques et leur fidélité avec la compréhension de la manière dont chaque facteur agit sur le climat. C'est il y a 2 sections dédiées, ça doit être 7.4, 7.5 dans le chapitre 7. Il y a un paragraphe un peu cryptique dans le résumé à l'intention des décideurs. Le groupe 3, en fait, travaille beaucoup en CO2 équivalent parce que c'est fait comme ça dans cette communauté, disons, à l'interface économie, énergie, climat au sens large. Et c'est aussi la métrique qui est utilisée dans le cadre de l'accord de Paris. C'est pas à nous de définir quelle métrique doit être prise. Et chaque métrique, finalement, elle est associée à des questions de valeur et aussi de poids qu'on va donner au futur par rapport au passé sur les émissions cumulées. Donc il y a en fait des questions éthiques assez profondes associées au choix des métriques. Donc dans le rapport du groupe 1, on a choisi de mettre CO2 sol, méthane, un focus là-dessus et le reste. Et sauf erreur de ma part, dans le scénario qui conduit à limiter le réchauffement proche de 1,5 degré, la baisse des émissions de CO2 seul, elle est entre 4 et 5% par an dans le monde. La baisse des émissions pour les scénarios largement en dessous de 2 degrés, le 2,6, elle est autour de 2% à la louche pour le CO2 seul par an. J'ai pas fait le calcul pour les autres gaz à effet de serre. Et pour traduire des trajectoires globales pour la France, il y a aussi d'autres questions qui se posent, qui sont les pays qui ont une responsabilité historique, c'est notre cas, qui ont une empreinte forte, qui ont une certaine capacité à agir, une capacité d'investissement. Est-ce qu'on n'attend pas qu'ils fassent plus que des pays qui ont une grande partie de leur population qui vit sous le seuil de pauvreté, qui n'a pas un accès décent à l'énergie? Et c'est pour ça que c'est pas facile de traduire une trajectoire globale en baisse d'empreinte pour telle personne dans tel pays. Ok. Je vais reprendre la question de Léo. Oui, bonjour. Merci pour votre implication et toutes vos réponses. Je voulais vous poser cette question, justement. Est-ce que le GIEC a l'intention de réaliser des modélisations pays par pays concernant climat, énergie, émissions, afin de les communiquer?
Alors, dans le rapport du groupe 1, les travaux de modélisation du climat, c'est vraiment à l'échelle qu'on va dire nous régionale, c'est-à-dire en gros le pourtour de la Méditerranée, ou l'Europe de l'Ouest et du centre, ou l'Europe du Nord. Donc c'est plusieurs pays à chaque fois. C'est des régions assez grandes, c'est l'échelle à laquelle sont faites les simulations climatiques globales et c'est nouveau les simulations climatiques plus fines régionales. Les simulations plus fines régionales, elles utilisent les mêmes modèles que Météo France utilise d'ailleurs pour régionaliser le changement climatique à l'échelle de la France métropolitaine ou des territoires d'outre-mer par exemple. Donc cette information, nous, du groupe 1, sur les projections climatiques, sur ces grosses boîtes en fait, elle est entièrement disponible dans l'Atlas interactif. Et vous pouvez même télécharger les données, changer les visualisations, faire un peu d'analyse à partir de ces données, y compris faire les codes barres de climat par mois ou pour l'année, pour la région qui vous intéresse. Sur les scénarios, donc les scénarios qui correspondent soit en fait à une stagnation des émissions, les scénarios qu'on appelle nous intermédiaires, de baisse d'émissions, de forte baisse ou de hausse d'émissions, ou de très forte hausse, c'est quelque chose qui est fait par la communauté scientifique, c'est pas le GIEC qui le fait. Et donc vous pouvez accéder aux bases de données de ces scénarios, les SSP, RCP. C'est disponible sur le site par exemple de IASA, qui est une institution internationale basée en Autriche, qui fait les intercomparaisons de ces scénarios socio-économiques. En fait, ce sont des quantifications associées à des narratifs très contrastés. C'est pas que pays par pays. Je sais pas si je réponds complètement à la question. Si, merci. Et sinon donc dans un certain nombre de diagnostics, il y a des choses qui sont disponibles pour la France dans le cadre des rapports du Haut Conseil pour le climat, spécifiques pour la France. Merci beaucoup. Ok, alors on a encore 4 questions. On va peut-être se mettre en stand-by pour l'instant sur les questions. On va voir de combien on dérape. Charles, à toi. Ouais, merci beaucoup, merci Valérie. Moi j'avais une question, c'est sur les cycles de Milankovitch. Je trouve que je ne comprends pas pourquoi on ne les remet pas dans le rapport. Ils sont dans la R4 et on n'en reparle pas du tout dans la R5 ni dans la R6. Et j'ai pas vu dans la R6 une notion de dans combien de temps on devrait retomber dans une ère glaciaire. Il y avait la notion de 30 000 ans dans la R4, mais on ne le retrouve pas dans la R6. Est-ce que c'est une volonté ou c'est parce que les calculs sont moins sûrs, ou est-ce qu'il y a une raison pour Alors ça? en fait, il n'y a pas eu tellement de progrès par rapport à ça. C'est-à-dire ce qui était dans la R4 et dans la R5, dans les chapitres climat passé, reste d'actualité. Il n'y a pas eu vraiment Donc on est en fait donc sur donc dans le rapport AR6, il n'y a pas de chapitre dédié au climat passé, mais c'est abordé de manière transverse et en fait beaucoup plus utilisé, combiné à d'autres sources d'informations que précédemment. Pour la sensibilité du climat, pour la réponse niveau des mers à long terme, pour aussi l'évaluation des modèles de climat et d'autres aspects. Et donc dans le chapitre 1, dans le chapitre 2, dans le chapitre 5, vous avez par exemple des figures qui montrent le dernier million d'années, donc les variations glaciaires interglaciaires, température, niveau des mers, CO2, etc. Et le forçage auquel on fait référence, c'est le forçage orbital ou astronomique. Donc si vous cherchez dans le rapport Astronomical Forcing, Orbital Forcing, c'est le terme qu'on utilise en fait plus que Milankovitch, c'est ça que vous allez retrouver. Donc la réponse du climat au forçage orbital. Le forçage orbital, il est pris en compte dans les simulations d'évolution à long terme, mais l'état des lieux est toujours le même, c'est-à-dire on est dans un contexte aujourd'hui où l'excentricité de la Terre est relativement faible, ça tempère l'effet des autres paramètres astronomiques, l'obliquité ou la précession, et donc même s'il n'y avait pas l'influence de l'homme sur le climat, on serait plutôt dans une phase interglaciaire assez extraordinairement longue. Voilà. Longue de combien? Longue de 30 000 ans à partir de maintenant ou 30 000 ans en tout? En fait, les simulations qui existent, que j'ai vues, alors je sais plus comment c'était formulé dans la R5, c'était les papiers de collègues essentiellement allemands, Ganopolski et compagnie qui étaient cités. Donc moi je vois des études où on a pris en compte aussi l'effet résiduel du fait de brûler des énergies fossiles à long terme, donc l'interaction entre le niveau de CO2 à long terme et les paramètres astronomiques. Et j'avais en tête des choses comme 50 000 ans avant une potentielle glaciation à venir. 50 000 ans Il à faudrait que je partir de recreuse. Ouais, mais il faudrait recreuser. Dans la R4, c'est marqué dans 30 000 ans, donc c'était à la R4, donc c'était en 2007. Ouais, alors, c'est à la louche en fait. Ouais. Il faudrait que je recreuse. Donc la personne en France qui travaille là-dessus, c'est Didier Paillard, au LSCE, qui a bien regardé ces choses-là et qui a travaillé sur les conditions
d'entrée en glaciation qui combine niveau de CO2 et paramètres astronomiques. Est-ce qu'il y a un risque que la prochaine glaciation n'ait pas lieu? Est-ce qu'on essaye Oui, d'évaluer ce risque? oui, Parce oui, que c'est ça, en termes ça. de Oui, oui. communication, c'est important hein, Oui, de oui, ça, dire ils l'ont on pris va en peut-être compte. péter la prochaine Oui, oui, glaciation. ils l'ont pris en compte le fait qu'on puisse éventuellement sauter une glaciation à venir. Ça fait Est-ce partie de que, ces analyses-là. selon les scénarios, on fait une évaluation du risque d'avoir cassé le moteur des glaciations pour la prochaine? Alors, on ne le fait pas dans les scénarios au sens où le détail des scénarios, il va jusqu'en 2300, l'information utile Ouais. pour le forçage. Euh, ça a été regardé dans certains cas avec des modèles de complexité intermédiaire, pas les modèles les plus sophistiqués, sur plus long terme, par exemple pour la réponse de niveau des mers à l'échelle de environ 10 000 ans. Je pense pas qu'avec la nouvelle génération de modèles de climat, CMIP6, ça a été refait. Et je pense que c'est la raison pour laquelle c'est peu couvert dans ce rapport. Il n'y a pas d'éléments vraiment nouveaux par rapport à la R5. Ok. Est-ce que tu peux me redire la question que tu posais? Parce que je crois que j'ai une idée qui m'est traversé l'esprit et que j'ai perdue. La question Sur de Charles Cédric. Ah oui, sur les différents scénarios, le fait de faire sauter une glaciation. Ouais, donc Ouais. à ma connaissance, non, mais ça peut venir dans les années à venir, quand les gens vont continuer à explorer les simulations CMIP6, je pense. Bah, ça vaudrait le coup parce que si c'est quand même un truc qui peut choquer de se dire dans tel scénario on va péter la prochaine Ça dépend glaciaire. dans quel sens. Ça dépend dans quel sens. Je sais pas, moi je trouve que c'est Parce très que puissant de se dire qu'on a réussi à casser cette mécanique avec nos petits bras. Non? ouais, Qu'est-ce mais qu'on ça pense? dépend aussi dans quel sens. À mon avis, de ce point de vue-là, les connaissances que j'attendrais moi personnellement, c'est d'avoir en fait un enregistrement de CO2 précis qui remonte à un peu plus d'1,5 million d'années en arrière. On l'a pas encore. On a des Ouais. estimations à la louche de sédiments marins, on n'a pas encore un enregistrement de carottes de glace. Et arriver à bien comprendre comment on est passé de glaciations fréquentes et peu intenses avant 1 million d'années à des glaciations plus longues et plus intenses. Ouais. Ça permettra vraiment de mieux contraindre l'effet CO2 et l'effet contexte orbital dans la compréhension des fins de période interglaciaire, des entrées en glaciation. Et comme on n'a toujours pas ça, on tourne en rond avec les mêmes données. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de progrès de ce point de vue-là. Ok. Du coup, ça nous permettrait de dire qu'à un certain niveau de CO2, on revient en arrière sur les cycles de Milankovitch parce qu'il y a eu des cycles de nature différente depuis 800 000 ans. Non, les cycles étaient similaires. Enfin, le forçage orbital, il est jamais exactement identique, mais il n'y a pas eu de révolution dans les caractéristiques astronomiques de la Terre. Donc, c'est des configurations qui se ressemblent un peu. Et par contre, ce qui change, c'est une diminution sur le long terme depuis 3 millions d'années de la teneur en CO2 de l'atmosphère géologique. Alors, et donc, c'est arriver à comprendre l'interaction entre les deux. Et de ce point de vue-là, il y a une chouette figure, si ça vous intéresse, dans le résumé technique. C'est une des premières figures du résumé technique qui montre le contexte géologique à long terme, niveau de CO2, température, et puis les projections jusqu'en 2300 pour des scénarios contrastés, qui montrent en fait qu'on est plutôt en train de casser la machine glaciaire interglaciaire en sortant de la gamme des périodes interglaciaires du dernier million d'années. On est en train de le faire là. Un monde 1,5 degré plus chaud, c'est un monde où on sera sorti de la gamme des interglaciaires connus par l'homme moderne. Un monde 2 degrés plus chaud, c'est probablement pas connu depuis le Pliocène il y a 3 millions d'années, quoi. Et là, dans le rapport, on évoque 2 millions d'années. C'était pour être sûr de la valeur. 2 millions d'années, c'est pour le CO2. CO2. 3 millions d'années. 2 millions d'années, c'est... Pour le CO2, j'ai 3 millions d'années. Ouais, mais 2 millions d'années, c'est avec la plage d'incertitude des données indirectes issues de sédiments marins, pourquoi on peut conclure de manière objective et rigoureuse par rapport au niveau actuel, pour le CO2 seul. Donc, 2 millions d'années, c'est une donnée qui permet d'être sûre, et 3 millions d'années, c'est la valeur la plus probable, non? C'est pas ça? Oui, c'est ça, c'est la meilleure estimation. Voilà. Okay, la meilleure estimation, c'est 3 millions, et c'est bien à l'époque où on était à peu près 400 ppm et où la calotte du Groenland a commencé à se former. C'est compliqué de le dire dans ce sens-là, mais c'était une période plus chaude. C'est une période où le niveau des mers était de l'ordre de 5 à 20 mètres plus élevé qu'aujourd'hui à la grosse louche. Il y a un encadré qui est dédié au Pliocène dans le chapitre 2 pour en savoir plus sur ce qu'on sait de cette période-là. On le met en avant parce qu'il y a pas mal de progrès de connaissances là-dessus d'ailleurs. Les mondes plus chauds. D'accord, ça marche. Bon, je vais laisser la parole au suivant pour la suite, donc en l'occurrence Françoise. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour cette passionnante entretien. Je voulais savoir quelles sont vos attentes de la COP26 par rapport à tout ce travail que vous faites.
Et en fait, normalement, la COP26, donc, qui a été retardée d'un an, c'était pour avoir une révision à la hausse des contributions, des promesses en fait des différents pays par rapport à leur engagement initial de 2015. Donc, de ce point de vue-là, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que si on prend les contributions nationales qui avaient été promises en 2015, et si on les agrège à horizon 2025-2030, parce que c'est des engagements à horizon 2025-2030, ça impliquerait en tout gaz à effet de serre confondu une stagnation des émissions assez proche du niveau actuel à horizon 2030. Et donc c'est en décalage complet avec les trajectoires qui permettent de limiter le réchauffement largement en dessous de 2 degrés, qui demandent une forte baisse dès 2030 pour chacun des gaz à effet de serre. Donc ça avait été évalué dans le rapport sur 1,5 degré. Donc la question c'est, est-ce qu'il y a une révision à la hausse de ces engagements ou pas? Qu'est-ce qui a été tenu des promesses précédentes? Ça fait partie des points qui sont importants pour la COP26. À mon sens, il y a plusieurs points de vigilance. Donc il y a beaucoup de pays qui commencent à s'engager sur du net zéro CO2 ou du net zéro gaz à effet de serre à différentes échelles de temps, mais sans forcément avoir les promesses à court terme qui vont avec. Et l'autre point de vigilance, c'est la volonté de certains acteurs pour la COP26 de mettre l'accent sur les solutions fondées sur la nature. Alors j'ai rien contre les solutions fondées sur la nature. Il y a eu un rapport dédié GIEC qui baisse montrant l'importance de prendre en compte les enjeux climat et biodiversité croisés et pas vouloir agir pour le climat en démolissant les écosystèmes et la biodiversité. Mais d'un autre côté, ça peut être aussi une manière pour certains acteurs du secteur des fossiles de détourner l'attention de leurs responsabilités premières. Je ne sais pas si ça répond à votre question, c'est un regard très personnel que je livre. Ah bon, oui, c'est très... qui sort du champ politique, donc il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Jonathan. Oui, merci. Donc, il y avait 2 phrases dans la TS qui m'ont interpellé. Je vais les lire rapidement. Continued CO2 emissions will cause further warming and associated changes in all 31 components of the climate system. For declining cumulative CO2 emissions, i.e. negative net emissions, the relationship is less strong for some components, such as the hydrological cycle. Donc, quand je lis ça, j'ai l'impression qu'après une impulsion positive, on ne peut pas réparer nos dégâts avec une impulsion équivalente négative. Quels sont les mécanismes? Est-ce que c'est l'hystérésis? Est-ce que c'est juste une inertie? Et comment est-ce qu'on doit l'interpréter? Merci. Alors, la question, donc, dans le rapport, nous, on sépare la partie jusqu'en 2050, où dans tous les scénarios, les émissions de CO2 continuent à augmenter de manière nette. Mais dans les scénarios les plus bas, c'est un moment où on atteint le net zéro, dans le scénario SSP 1, 1.9. Et après ça, il y a des émissions nettes négatives. Donc, pour les émissions cumulées, c'est un peu compliqué. Et effectivement, donc, dans ces scénarios très bas, quand les émissions cumulées de CO2 ne font pas qu'augmenter, mais diminuent, en fait, on a des effets qui sont complexes, en particulier parce que la teneur en CO2 de l'atmosphère réagit, et ça affecte en fait de manière complexe le cycle de l'eau. Donc le cycle de l'eau, il va réagir au CO2 qui est présent dans l'atmosphère, la concentration, mais il va aussi réagir à des choses comme le gradient de température terre-mer, et donc les relations avec les émissions cumulées ne sont pas les mêmes dans ces deux cas. Ce que je peux aussi dire, c'est en cas de baisse des émissions de CO2, les puits de carbone réagissent dans l'autre sens, c'est-à-dire, par exemple, le flux air-mer dépend du gradient de concentration de CO2 entre la mer de surface et l'air. Et donc, dans un monde où on enlève du CO2 en grande quantité de l'atmosphère, donc net négatif important, en fin de siècle, on peut avoir une inversion du signe du flux de carbone océanique. Et on a aussi des ajustements liés à l'évolution de la photosynthèse et au puits de carbone terrestre. Donc la réponse à des émissions cumulées qui augmentent et à des émissions cumulées qui diminuent n'est pas la même pour un certain nombre de facteurs, le cycle du carbone et le cycle de l'eau. Okay. C'est discuté spécifiquement dans le chapitre 8, je pense, sur le cycle de l'eau, et c'est discuté spécifiquement dans le chapitre 5 sur le cycle du carbone. Il y a une petite partie qui est dédiée. Ok, d'accord. Mais on revient pas en arrière au sens où, comme on a rentré énormément de chaleur dans l'océan et dans l'océan profond, on a cet effet d'accumulateur qui est présent.
Donc on restitue un flux de chaleur vers l'atmosphère par un océan plus chaud, même si le forçage radiatif diminue parce que la teneur en CO2 diminue. Donc on n'est pas dans le même fonctionnement qu'aujourd'hui. Ok, ça marche. Frédéric, une question. Oui, bonjour, bonjour à tous. Il y a une cartographie en fait des événements extrêmes, précipitations, sécheresses qui ont été faites dans le résumé pour décideurs. Oui. Et, je voulais savoir quelle conclusion principale il fallait tirer de cette cartographie-là et cette régionalisation en fait des effets. Avec les hexagones, c'est ça? Ouais. Est-ce que c'est la carte en hexagone? Tout à fait, c'est celle-là. Ouais. Alors, en fait, ce que vous voyez dans la carte en hexagone, c'est l'étude, enfin, le résultat de détection et d'attribution. Où est-ce qu'on voit une augmentation des vagues de chaleur? Où est-ce qu'on voit des changements dans les événements de forte précipitation et dans les... Je suis en train de prendre la carte en même temps. Et pour un certain type de sécheresse qui sont les sécheresses liées à l'humidité des sols. Alors, la première chose, c'est une évaluation qui est faite pour ces grandes régions. On peut avoir des choses contrastées à l'intérieur d'une même région. C'est pas par exemple parce que le résultat est négatif pour la région méditerranéenne, pour les fortes pluies, que c'est le cas dans le sud de la France. Il y a en fait un signal positif du côté des épisodes cévenols de hausse des records de pluie. Mais à l'échelle de l'ensemble de la région, le signal ne sort pas. Donc ça, c'est la limite de l'exercice. C'est quelque chose qui reflète à la fois la qualité des données disponibles, pour qu'on puisse détecter des changements et les attribuer, donc les données et les études d'attribution disponibles. Dans certaines régions, on n'a pas suffisamment d'éléments dans le cadre de l'Afrique centrale, par exemple, pour l'évolution des extrêmes chauds. On est limité à la fois par les données à l'échelle jour à jour, pour regarder les extrêmes, de bonne qualité disponibles sur 50 ans, et on est limité aussi par les études d'attribution. En particulier, moi j'avais juste un point d'interrogation. Autant il y a un niveau de confiance qui est accordé sur la contribution humaine aux changements observés, autant c'est très clair sur les chaleurs extrêmes, il y a 3 points partout. Autant sur les heavy precipitation et les agricultural droughts, c'est souvent un accord limité. Qu'est-ce qu'il faut en tirer comme conclusion, en particulier face à des gens qui peuvent dire bon, finalement, la contribution humaine sur les sécheresses, etc., on ne sait pas ou c'est pas sûr. Alors, en fait, une des raisons est la suivante. Sur tout ce qui touche aux précipitations, on a par exemple une forte variabilité d'une année à l'autre, d'une décennie à l'autre, dans les trajectoires, par exemple, des passages dépressionnaires à nos latitudes. Et ça se superpose à des tendances dues à l'influence humaine. Et donc, le résultat de ce type d'études, plus on va à échelle fine, plus il faut un très fort signal pour le détecter par rapport à une variabilité naturelle plus importante. C'est un des exemples d'éléments. Moi, à mon sens, donc si on prend sur ces résultats, on est vraiment sur des choses nouvelles. C'est-à-dire dans les précédents rapports du GIEC jusqu'en 2013, on disait voilà, à l'échelle globale, statistiquement, il y a plus d'extrêmes chauds. Là, on dit dans chaque région, il y a plus d'extrêmes chauds et c'est dû à l'influence humaine, où il y a une augmentation des épisodes de fortes précipitations. Quand on prend l'ensemble des régions continentales, ça sort, et ça sort dans un certain nombre de régions prises individuellement. Et la confiance dans les études d'attribution, elle dépend aussi en fait de la capacité à faire des études de cas. Donc ça dépend aussi des forces scientifiques en présence qui s'intéressent à certaines régions. Ça reflète aussi des inégalités en fait dans les forces en présence pouvant faire ce type d'études relativement rapidement et avec des outils modernes. Et il y a aussi une avancée considérable pour les sécheresses. En fait, entre la R4 et la R5, il y avait eu un aller-retour. La R4 avait un signal assez net de sécheresse en augmentation. La R5 est revenue en arrière en disant ça dépend de la métrique qu'on prend, du type de sécheresse. Donc il y a des sécheresses par manque de précipitation, les sécheresses météorologiques. Il y a des sécheresses par baisse de débit des rivières, les sécheresses hydrologiques. Là, ce qu'on regarde, c'est les sécheresses en fait par déficit d'humidité des sols. Et ces sécheresses de déficit d'humidité des sols, on les voit augmenter dans un certain nombre de régions de climat de type méditerranéen. C'est aussi simulé dans les modèles de climat dans ces régions et aussi dans d'autres régions. Pour les régions de climat méditerranéen, il y a une baisse de la pluviométrie de la saison d'été, de la saison sèche.
Et dans les autres régions, même si la précipitation ne change pas, en fait, ou même augmente, en moyenne annuelle ou pour les saisons même sèches, c'est parce qu'en fait, quand l'atmosphère est plus chaude, ça augmente l'évapotranspiration, ça vide les sols plus vite, et ça renforce en fait ce type de sécheresse, indépendamment de l'évolution de la pluviométrie. Et là, il y a vraiment des avancées considérables de ce point de vue-là. Donc il y a cette carte sur ce qui est observé aujourd'hui, mais vous avez aussi une autre figure qui est la SPM, alors je pense que c'est la 5, sur l'humidité des sols, qui montre là où on s'attend à la poursuite d'une baisse de l'humidité des sols pour 1,5 degré, 2 degrés ou 4 degrés de réchauffement. Et en fait, ce sont des régions similaires qui ressortent avec un signal croissant à chaque fois de sévérité. Tu peux nous rappeler au passage les différents types de sécheresse, hydrologique, écologique, c'est ça? Ouais, c'est défini dans le glossaire. C'est défini dans le glossaire, Ah, c'est c'est vrai. défini Ok. spécifiquement dans le chapitre 12, qui regarde justement ce qu'on appelle, nous, les facteurs climatiques d'impact, c'est-à-dire les caractéristiques physiques d'un climat qui change, dont on sait aujourd'hui qu'elles provoquent des impacts pour les sociétés humaines, pour la physiologie humaine, pour la santé, pour les écosystèmes. Et donc, dans les sécheresses, il y a le manque de précipitations, donc une période sèche longue. Ça, c'est une sécheresse météorologique. C'est important pour de nombreux pays où il n'y a pas d'irrigation, par exemple, pour l'agriculture. Il y a la sécheresse où on a un déficit d'eau dans les rivières, sécheresse type hydrologique. Donc, c'est la même chose, mais amplifiée. Ça peut être aussi lié au fait d'avoir moins de couverture de neige. Donc, quand il fait plus chaud sur les montagnes, il y a moins d'enneigement. Et on n'a pas le déstockage de la neige qui apporte de l'eau dans les rivières en saison sèche. Donc l'évolution de l'enneigement joue sur les sécheresses hydrologiques aussi. Et les sécheresses au sens agricole ou écologique, c'est un déficit d'humidité dans les sols de surface. Ok, on va prendre la question de Gildas. Alors, mets-toi, tu es sur mute. Voilà. Vous m'entendez, c'est bon? Ouais. Bonjour, merci de prendre ma question. Je voulais revenir sur ce sujet des émissions négatives, donc les CDR. Dans la R6 premier groupe, Working Group 1, on voit dans la synthèse que à la fin de la synthèse, au paragraphe D.1.4, on nous dit que les CDR ont le potentiel d'enlever du CO2 de l'atmosphère et de la stocker durablement avec un haut de confiance. Oui. Et puis le paragraphe continue, dit même qu'il y a un haut niveau de confiance sur le fait que ça permet de diminuer la température. Et du coup, je ne comprends pas comment ça peut être évalué indépendamment des techniques qui permettraient de le faire, ou si c'est bien ça que vous nous avez dit. Puisque là, quelque part, on signe un blanc-seing pour dire il y a une baguette magique à enlever le CO2 de l'atmosphère. Ouais, c'est un point qui est super sensible. Donc, on l'a abordé dans le rapport sur 1,5 degré, y compris sur la question des méthodes, de leur faisabilité et des risques associés. On l'a recreusé dans le rapport sur les terres, pour les méthodes qui touchent à l'utilisation des terres, comme la forestation ou bien la bioénergie avec captage et stockage de CO2. D'accord? Donc, par rapport à ça, dans le rapport du groupe 1, nous, ce qu'on regarde, c'est quelle est la réponse du climat et du cycle du carbone si on élimine du CO2 de l'atmosphère. Donc, c'est d'un point de vue théorique, on a des scénarios où on déploie des méthodes qui font des flux nets de l'atmosphère vers la surface terrestre, sans préjuger des méthodes elles-mêmes, sachant que dans certains des scénarios, ça comporte des modifications d'utilisation des terres qui sont prises en compte, par exemple de la forestation. Dans les scénarios bas, il y a ça en fait dedans. Le 1.9 ou 2.6, c'est pris en compte, et c'est pris en compte dans la réponse du climat. Et ce qu'on montre, c'est que purement d'un point de vue géophysique, donc du fonctionnement physique, chimique, biologique du climat, ou du système climatique, si on met à grande échelle des éliminations, en fait, la composition atmosphérique y réagit, le forçage radiatif y réagit, le climat y réagit, et même en prenant en compte les flux de carbone qui s'équilibrent, qui réagissent, ça contribue à limiter le réchauffement. C'est vraiment ça l'évaluation qui est faite. C'est sur la base de la physique, de la chimie, de la biologie du système climatique. C'est parfaitement compréhensible et logique. On sait bien que le CO2 crée de l'effet de serre. Si on enlève du CO2, on enlève de l'effet de serre. Mais la question, c'est est-ce qu'on est capable d'enlever du CO2? Parce que j'allais dire, si
il n'y a pas de moyen d'enlever du CO2, ou en tout cas dans des quantités notables. Et du coup, qu'est-ce qui permet de dire aujourd'hui qu'on est capable d'enlever quelle quantité? Alors, dans le chapitre 5, qui est cité là, le 5.6, je crois que c'est celui-là, vous verrez en fait qu'il y a une discussion des méthodes qui ont été envisagées. Donc, il y a des méthodes de captage direct dans l'air. Il y a des méthodes en fait qui touchent à l'utilisation des terres, biomasse, bioénergie ou autre, avec ou pas captage et stockage. Et après, il y a aussi des méthodes en fait où on renforce l'altération des roches. On utilise aussi, il y a aussi des options qui sont un peu plus, on va dire, géophysiques. Et donc, c'est sur la base des publications scientifiques décrivant ce type de méthode qu'on souligne, y compris dans notre résumé pour décideurs, que chacune de ces méthodes peuvent avoir des effets, comment dire, des effets collatéraux, y compris sur les cycles biogéochimiques d'ailleurs. Mais on est bien d'accord que l'évaluation quantitative est essentielle, parce que si on disait qu'on est capable d'enlever le niveau actuel des émissions, ça veut dire qu'il n'y a rien besoin de changer. Non, ça c'est pas une évaluation qui est faite dans le rapport du groupe 1. Par contre, là, vous trouvez l'information sur cela dans la description des scénarios, donc l'encadré sur les scénarios, qui décrit que les 2 scénarios les plus bas qui sont évalués, qui sont pris en compte pour la modélisation du climat global, on les évalue pas en tant que tels, mais on les prend en compte pour la modélisation du climat global, ils comportent en fait une élimination de CO2 dans la deuxième moitié de ce siècle. Le SSP 1 1.9 et le SSP 1 2.6. Ça va pas plus loin en fait pour nous. Et le rapport du groupe 3 recreuse cela à partir de l'évaluation des méthodes qui existent, de leur compréhension, de leur comment dire, d'une évaluation de l'échelle à laquelle cela peut être mis en œuvre et des coûts associés. Ok, donc faut qu'on regarde plus en détail ces chapitres du coup, pour comprendre. Ouais. Merci. Allez, on va prendre 2 dernières questions, puis après on va te libérer. Léa. Oui, merci. Merci beaucoup de répondre à toutes nos questions. Et j'avais une question sur, je voulais suggérer d'ajouter la carte sur le Gulf Stream et son affaiblissement, voire son effondrement dans le futur, et surtout faire le point sur les conséquences qu'il pourrait y avoir sur l'Europe, car il me semble que j'avais vu que l'Europe pouvait se refroidir. Et je me dis que ça pourrait être un argument, surtout en ce moment en France, après l'été qu'on a eu, pour faire réfléchir. Donc, je sais que cette carte existe dans la fresque expert, mais c'était pour la mettre dans la version adulte. Et, surtout si on enlève les hydrates de méthane et qu'on peut rester sur 42 cartes et pas avoir à changer toutes les plaquettes, ce serait une bonne idée. Ouais, alors donc, ça me fait réagir dans 2 axes. Ouais. Le premier, c'est que par rapport aux tendances dues à l'influence humaine sur le climat, à ces tendances se superpose une variabilité naturelle spontanée. L'été dernier reflète ça en fait. C'est une situation météo qui n'est pas extraordinaire, avec des gouttes froides. Voilà. Donc ça, c'est important aussi de l'expliquer aux gens. C'est pas parce qu'on dit le climat se réchauffe que chaque été sera plus chaud que le précédent. Voilà. C'est un point souvent que les gens peinent à comprendre. Et l'autre chose, c'est donc on a une question fréquente qui va avec le chapitre 9 sur exactement cette question-là, le Gulf Stream va-t-il s'arrêter? On rappelle que le Gulf Stream, c'est un courant chaud de surface qui, lui, va pas tellement changer dans un climat qui se réchauffe. Par contre, le grand tapis roulant de la circulation méridienne de retournement dans les modèles de climat, il se ralentit. On a une confiance faible, moyenne, que ça va pas s'effondrer au cours de ce siècle. Notre niveau de confiance là-dessus a été revu à la baisse par rapport aux évaluations précédentes. Voilà. Et après, on a aussi une description de si ce courant, pour une raison qu'on ne comprend pas bien aujourd'hui, s'interrompait brusquement, voilà quelles en seraient les conséquences. Et en fait, les conséquences les plus fortes, elles ne seraient pas nécessairement pour l'Europe, parce que la circulation atmosphérique, elle transporterait quand même de la chaleur, mais ça affecterait la situation météo en Europe. Le plus dramatique, je pense, ce serait du côté des régions tropicales, avec des déplacements massifs, des modifications massives des moussons en Afrique, en Amérique du Sud. Ce serait vraiment quelque chose d'extrêmement préoccupant. D'accord. Ok. Donc il y a une fiche, une question fréquente dédiée à cette question-là parce qu'elle revient tout le temps, en particulier parce qu'il y a eu des films d'Hollywood et autres sur le sujet. Oui, on s'en rappelle. Donc l'effet sur l'Europe, il n'est pas aussi flagrant que ce qu'on entend. Non, il y aurait des conséquences partout, mais le climat de l'Europe ne dépend pas que de ce tapis roulant océanique, il dépend aussi des vents d'ouest. Voilà. Ok, parce que je l'avais vu en cours avec un prof du Haut Conseil pour le climat, mais
Oui, là, je vois que ça risque d'assécher l'Europe. Oui, ça c'est changerait ça. en fait la trajectoire des tempêtes de vent d'ouest. Elle se déplacerait, donc ça assécherait le nord de l'Europe en particulier. Parce que c'est grâce à ce courant océanique qu'en ce moment, l'Europe est plus aux mêmes latitudes par rapport à, par exemple, à Montréal. Ouais, non, ça c'est faux. Montréal, en fait, c'est sur la côte est américaine. C'est loin de la façade océanique. Donc, en fait, quand les vents à nos latitudes apportent de la douceur et de l'humidité depuis l'océan, ils l'apportent du côté de Vancouver et pas du côté de Montréal. Ça s'est asséché le long. Et D'accord. donc, de la même manière, en fait, donc on peut pas comparer directement le climat de Paris à Montréal. On peut comparer le climat de Paris à celui de Vancouver ou l'équivalent Portland ou je sais pas quoi à la même latitude. Toronto. Ouais, voilà. Et je peux vous envoyer, en fait, si ça vous intéresse, il y a des gens qui ont fait des réponses très détaillées pour montrer que cet argument-là, il n'est pas correct. Ah, d'accord. Que c'est pas simplement le courant océanique, mais c'est aussi comment dire, l'effet de continentalité par rapport au vent d'ouest qui Ouais, compte. parce qu'il y a il y a des vents dominants et donc, ce qui se passe du côté de la côte est des États-Unis, tu as la même chose en Chine, à Pékin, c'est pareil, tu as du mal à comparer les climats à la même latitude si Oui. tu es à l'est d'un continent ou à l'ouest d'un continent, à cause des vents D'accord. dominants qui t'apportent des choses soit océaniques, soit des vents océaniques ou des vents continentaux. Ok. En tout cas, Léa, merci pour ta proposition de rajouter le Gulf Stream. On va regarder ça sérieusement. C'est vrai que ça peut être intéressant. Et comme c'est un sujet dont beaucoup de monde entend parler, ça Ouais. aurait sa place. Et d'ailleurs, je mets Frédéric, l'accent t'en penses sur quoi je mets l'accent sur les questions fréquentes parce qu'en fait, nous, elles sont revenues de questions, enfin, d'enquêtes qu'on a faites auprès de médiateurs justement, de médiateurs entre le côté science et grand public. Et c'est ce qui nous a amené à les définir. Donc, quand vous regardez les 20, je sais pas combien il y en a, une trentaine de questions fréquentes, entre 20 et 30, elles peuvent vous être utiles. Ouais, super. Bon, on va regarder ça en effet de plus près. Ça peut Merci. être une bonne source d'inspiration. Martine, dernière question. Bonjour, merci beaucoup et merci pour cet échange. Alors, ma question, en fait, elle porte sur les termes. Par exemple, tout à l'heure, vous avez dit les pays pour la COP26 devront revoir leur copie à la hausse. C'est vrai qu'on a, je trouve, des termes dans ce qu'il faut faire pour le climat, tout est à la baisse. Et du coup, ça m'interroge en fait sur l'AR6, où j'ai été super contente de voir le scénario Very Low Carbon. Et je m'interroge sur le terme entre Very Low Carbon, Low Carbon, et je me demande, est-ce que ça n'induit pas qu'en fait, c'est trop bas, donc il ne faut pas aller vers ça, ou qu'il y ait plus un standard qui soit en fait celui du milieu, voilà. Donc, je me posais la question sur l'emploi en fait des termes par rapport à Ouais, ça. c'est un truc compliqué, ouais. Je complète la question parce que j'en avais une autre que j'ai laissé tomber, mais Jean-Pascal Van Persen m'avait dit qu'autrefois, il y avait un choix délibéré de mettre un nombre pair de scénarios pour éviter d'avoir un scénario médian qui pourrait être considéré comme un scénario de référence. Donc, c'est une question qui va avec celle de Martine. Ouais, alors en fait, si vous regardez dans le chapitre 1, on a une figure qui montre l'évolution des émissions de certains gaz à effet de serre par rapport aux successions de scénarios utilisés dans les rapports du GIEC depuis 90. Et en fait, à chaque fois, c'est à peu près au milieu de l'enveloppe prise en compte. Hein. Voilà. Donc je pense que c'est toujours intéressant de regarder rétrospectivement. Après, il y a aussi la question qui revient souvent, c'est mais on est sur quel scénario aujourd'hui? C'est très difficile d'y répondre, mais les spécialistes de l'économie de l'énergie, très clairement, ils disent que les scénarios très hauts, type 8.5 ou 7, pour eux ne sont pas plausibles. Ils ne sont pas plausibles parce qu'ils impliquent une forte hausse de la consommation de charbon et on n'est pas sur cette trajectoire-là. Et ils ne sont pas plausibles parce qu'il y a eu des baisses de coûts d'énergie bas carbone qui sont compétitives, quoi qu'on fasse en termes de politique climatique. Donc ça, c'est un point qui est important. Nous, en fait, on le reflète un petit peu dans le chapitre 1 du groupe 1, mais c'est pas nous qui faisons cette évaluation-là, c'est le groupe 3 du GIEC en particulier. Après, est-ce que les scénarios très bas sont plausibles ou pas? En fait, nous, on le fait pas non plus dans ce rapport, mais c'est clair qu'il y a des conditions de mise en œuvre. Les conditions de mise en œuvre, c'est un pic rapide, une baisse importante entre maintenant et 2030. Et si elle ne s'engage pas là, ça rend les choses très implausibles ou alors très brutales par la suite en termes de rythme de baisse. Voilà. Donc on le décrit, mais on va pas plus loin. Et la question que vous posiez, c'était donc sur le scénario intermédiaire. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent que sur la base des NDC de 2015, on serait plutôt sur une plage de scénarios qui serait entre le 4.5 et le 6. Le scénario 6, il n'a pas été choisi comme une des cibles de la modélisation du climat. Donc on a peu, nous, d'informations spécifiques à celui-là. On ne le met pas en avant. Mais voilà, dans les grandes familles de scénarios, il
il est important à considérer. Et on a aussi regardé des scénarios qui permettent de distinguer une action plus forte sur la qualité de l'air ou moins forte sur la qualité de l'air et le climat. C'est une avancée importante dans ce rapport pour le groupe 1, en fait. Après, sur le choix des termes, le scénario du milieu, bon, ça, je n'ai pas vraiment de réponse. Et sur le choix des termes, effectivement, le fait de dire baisser les émissions, c'est parfois compris comme se serrer la ceinture, se restreindre. Enfin, je pense que c'est à ça que vous faisiez référence. Moi, j'ai tendance à dire c'est les scénarios avec une action très forte, une ambition très forte, ce qui permet de l'exprimer autrement. Après, c'est vraiment des questions de perception, de représentation. Moi, je suis physicienne, c'est pas mon domaine de compétence. Ce que je peux juste mentionner, c'est que dans ce résumé pour décideurs qui a été approuvé par tous les pays, pour certains pays émergents, je dirais, par exemple l'Arabie Saoudite ou l'Inde, il y avait une forte aversion à la mise en avant de ces scénarios très bas. Et pour des raisons différentes. Pour certains, c'est par rapport au potentiel de vente de pétrole et de gaz. Une action très forte, immédiate, ça ferme des perspectives par rapport à ça, même par rapport à ceux qui ont le pétrole ou le gaz le plus performant, le moins cher et le plus propre. Et après, l'autre point, c'est pour des pays qui ont une immense partie de leur population très pauvre, le fait de se fermer des leviers en fait de développement moins chers, c'est perçu comme très grave en fait pour eux, pour le droit au développement, voilà. Et donc dans la formulation qu'on a dans ce rapport, qui est factuel, qui décrit les émissions, très bas, bas, etc., c'est ce qui était acceptable par tous les pays. Le fait d'avoir choisi un nombre impair, contrairement à un nombre pair qui permettait de ne pas avoir de scénario ça médian, reflète c'est une vraiment question des qui s'est choix. posée? Non, ça reflète des choix qui ont été Non. faits en termes de modélisation du climat. Donc le premier tiers de simulations qui ont été faites dans le cadre du programme CEMIP6 de modélisation du climat global. Et nous, on a ajouté un accent supplémentaire sur le scénario 1.9, le plus bas. Il n'était pas disponible au moment du rapport sur 1,5 degré. C'est vraiment un scénario qui permet de contenir le réchauffement à un niveau très proche de 1.5. Ça donne des éléments de connaissances nouveaux sur ce que serait la réponse du climat à un scénario hyper ambitieux. Et on l'avait pas en fait en 2018, ça. Et c'est génial d'ailleurs, je trouve. Ouais. De l'avoir. De l'avoir. Ouais, ouais. Et dans les choses qui ont été très mal comprises par les médias, c'est par exemple, ils ont souvent mis l'accent dans la comparaison entre le rapport 1,5 degré et celui-là, sur la période à laquelle on atteindrait 1,5 degré. Mais en fait, on est très cohérent avec ce qu'il y avait dans le rapport 1,5 degré. Dans le chapitre 2, sur les scénarios, on a vraiment les mêmes résultats. On va s'arrêter bientôt. Je voudrais te poser une toute dernière question, Valérie, qui est en lien avec l'actualité. On voit en ce moment beaucoup de débats autour des questions de Covid qui sont de la même nature dans le sens où c'est la relation entre la science et la société. Est-ce que toi, ça t'a inspiré des réflexions sur le rôle des scientifiques qui doivent éclairer les décideurs, le rôle de ceux qui font de la vulgarisation comme nous, parce que quand on va attaquer la transition énergétique, on va devoir demander des efforts aux gens, et donc le jour où on réussit à faire passer quelques lois un tout petit peu liberticides, on peut avoir le même genre de réaction, de gens qui vont non pas dire aux lois seulement, mais qui vont, on l'a déjà eu, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a l'impression de faire des progrès aujourd'hui on a de moins en moins de climato-sceptiques, mais moi j'ai peur d'un retour de bâton le jour où on va réussir à passer des lois, et d'avoir à nouveau, si ce n'est des climato-sceptiques, mais des climato-réalistes qui vont écouter le premier venu pour pouvoir ne pas passer à l'action. Est-ce que toi, ce qu'on voit en ce moment sur le Covid te nourrit tes réflexions sur le rôle de la science et la relation science-société? Oui, ça le nourrit en permanence, parce que le Covid, c'est arrivé de manière brutale, c'était nouveau, avec peu de connaissances. Donc on a vu en fait la production de connaissances en temps réel, avec les balbutiements, les idées fausses, les intuitions qui se sont révélées fausses, on l'a vu en temps réel. À long terme, est-ce que ça permettra mieux à tout un chacun de comprendre finalement ce que c'est la recherche avec ses balbutiements, et puis ce que c'est un état des connaissances à un moment donné qui devient solide, établi? Peut-être. En tout cas, nous, c'est ce qu'on essaie de faire avec les rapports du GIEC, c'est reprendre un peu de recul et voir la maturation, c'est-à-dire ce qui est robuste, solidement établi, là où on a des controverses, là où on a des verrous de connaissances, puis l'exprimer le plus clairement possible. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur la relation science-société. Bon, j'ai vu la même chose que pour le climat, en fait.
Il y a des allègres version Covid. Hein, enfin, quand on a des gens avec un ego disproportionné, qui pensent tout savoir sur tout, qui expriment peu de doutes, finalement, ils sont très attractifs pour les médias. Voilà. C'est triste, mais c'est comme ça. Ils dénaturent ce que c'est le travail collectif de maturation des connaissances de la communauté scientifique. Voilà. Donc on retrouve en fait pour le Covid ce qu'on avait déjà vu pour le climat. On voit la grande difficulté des journalistes généralistes, des chaînes d'information continue à avoir le recul suffisant en fait par rapport aux connaissances scientifiques et à la manière dont ils abordent ça et dont ils le donnent à voir. Ce qu'on a vu aussi, c'est dans la réponse de la société, c'est, moi je pense en fait, finalement une grande tolérance des Français par rapport à des mesures brutales pour gérer la pandémie. Donc une impréparation de l'État très nette, une gestion de risque qui n'était pas là, on n'était pas prêt. Donc du coup, le dos au mur des mesures brutales les gens ils ont accepté ça, peut-être parce qu'il y avait le sentiment d'urgence pour leur propre vie, la vie de leurs proches immédiats, ce qu'ils n'ont pas nécessairement pour le climat, alors que c'est déjà là. L'enjeu climat il est là maintenant, c'est pas un truc pour le long terme, hein. On vit avec et on voit qu'on n'y est pas prêt. Ce qu'on voit aussi, c'est finalement une capacité des gens, des entreprises, des salariés, de très vite en fait changer de pratique. Mais les freins, parfois, ils sont institutionnels. Ils sont dans les réglementations. Voilà, donc il y a tout ce côté-là que ça met en lumière, je pense. Et on a la même chose pour le climat. On a la même chose pour l'adaptation à un climat qui change. On a la même chose pour que les choses qui fonctionnent bien pour baisser les émissions se déploient très vite. Et c'est parfois des verrous réglementaires ou institutionnels. C'est pas forcément dans l'acceptabilité socio-économique, c'est pas forcément dans la compétitivité économique des entreprises qui portent les solutions. Moi, c'est quelque chose qui m'a frappée. Et puis après, il y a une différence majeure, hein, c'est qu'il n'y a pas de vaccin pour le climat, malheureusement. Il n'y a pas une solution technologique unique, simple, abordable. Et même quand elle est là, les gens ne la veulent pas forcément. Voilà. Donc la situation pour le climat, elle est beaucoup plus complexe. Et puis, dernier point, ce que je trouve qui m'a manqué, moi, à titre personnel, hein, je fais de la veille, j'ai un cousin qui est médecin urgentiste, je fais la veille Covid, des publications pour lui, pour l'aider. Tu te restes un peu de temps le soir, toi. Non, mais il y a en fait un consortium de laboratoires qui fait des PowerPoint très fréquents. Et puis après, ça permet en fait, s'il me posait une question, d'aller chercher le truc qui pourrait l'intéresser et les publics qui l'intéressaient. Mais ce qui m'a frappé, c'est l'absence totale d'informations au grand public par les pouvoirs publics sur plusieurs points. Ces points, c'est qu'est-ce que c'est, par exemple, la transmission d'un virus par aérosol? Donc les gens ils continuent à se laver les mains et puis à se tenir à distance, mais en fait c'est pas ça qui marche. Hein. Les aérosols qui se mélangent dans une petite pièce avec la ventilation, ça a nulle part été expliqué. Alors que dans d'autres pays, je pense à Singapour, à Israël, à l'Espagne, il y a eu des vidéos vachement bien faites, on voit les gens qui soufflent avec les petites poussières qui se mélangent dans l'air, et qu'on respire le truc que l'autre a soufflé. Il n'y a pas eu ça. Donc on n'a pas joué sur la compréhension des gens, on a joué sur le fait d'imposer des choses sans l'explication. Et même chose sur un vaccin à ARN messager, et le côté génial de ce truc-là, y compris sur la tolérance, sur plein d'aspects, le fait que c'est 30 ans de travail, puis que c'était mûr au bon moment et qu'il y a plein d'autres applications, il n'y a rien eu là-dessus. Et voilà, moi ça c'est mon grand regret. Alors c'est peut-être mon biais, moi j'ai une formation d'ingénieur, de scientifique, mais je pense que quand on explique aux gens, ça aide beaucoup en fait, hein, plutôt que d'imposer, d'inciter de manière un peu compliquée. Voilà. Et je pense qu'il y a une vraie incapacité des pouvoirs publics à le faire. Sur la question climat, ce que vous faites, hein, ça répond à ça. C'est-à-dire, je pense qu'il y a besoin de construire ce qu'on appelle en anglais climate literacy, c'est-à-dire un socle commun de compréhension des enjeux. Mais ça, c'est le niveau 0. Après, il y a la construction d'un socle de compétences pour s'adapter à un climat qui change, en utilisant l'information scientifique à venir pour pas s'adapter à ce qui a déjà eu lieu et auquel on n'était pas prêt, mais pour se préparer à ce qui va venir, et on sait ce qui va venir dans les prochains 30 ans, en fait. Et comment mobiliser cette information climatique qui est solide, qui est établie, pour la prise de décision aujourd'hui de chacun, en fait, à tous les niveaux, ça manque. Et après, l'autre chose, c'est un socle de compétences pour comprendre comment agir sur les émissions de gaz à effet de serre aux différents niveaux. Et sans opposer ce qui peut se faire à l'échelle individuelle de ce qui est nécessaire à l'échelle institutionnelle, nationale, collective, réglementaire et tout le reste. On a une toute dernière question de conclusion par François-Joseph. Est-ce que tu peux la poser? Ouais, grand merci Valérie pour ton temps, ce que tu fais et franchement la pédagogie. Enfin bref. Du coup,
est-ce que c'est faux de dire que 1,5 degré, c'est foutu? Et surtout, du coup, c'est quoi ton espoir personnel de tenir encore l'accord de Paris? Et donc, de tenir, c'est bien en dessous de 2 degrés. Voilà. Enfin, c'est quoi ton sentiment par rapport Bon, à ça? alors, je vais le dire de manière un peu brutale. Donc, sur 1,5 degré, on y va en fait. On y va, on y sera en moyenne sur 20 ans entre 2020 et 2040. Donc c'est le monde de demain. Et le truc important, c'est prendre l'information de ce que c'est un monde à 1,5 degré plus chaud et s'y préparer le plus vite possible. Et on n'y est pas en fait. Hein. Voilà. Et quand on regarde les conséquences même de ces quelques dixièmes de degrés en plus dans plein de régions, sur les extrêmes, sur les choses rares, etc., c'est vraiment important d'anticiper et de s'y préparer. Donc ça, c'est la première chose, on y va. Après, la deuxième chose, c'est s'il n'y a pas en fait des signes nets positifs d'une action efficace, bah, ce sera graduellement hors de portée. Moi, ce que je pense, c'est que si on ne vise pas une action ambitieuse et forte, donc net zéro CO2 2050 par exemple, hein, au niveau mondial, on va laisser filer les choses, hein, parce que même quand on se fixe un objectif ambitieux, en général, on glisse un peu. Et puis du coup, donc si on se fixe pas un truc ambitieux, on se fixera pas le truc intermédiaire et on va laisser filer les choses. Dans les choses positives, donc sur le taux de CO2, enfin les émissions de CO2 dans le monde, ça avait augmenté très fort dans les années 2000-2010, ça augmente beaucoup moins fort depuis 2010. Après, il n'y a pas vraiment de signe net de baisse d'émissions de méthane, c'est vraiment un point important de vigilance. Ça a été un peu laissé pour compte, alors que c'est le deuxième facteur de hausse de la température. Voilà. Je pense qu'il y a une prise de conscience croissante un peu partout dans le monde, mais il y a un vrai besoin de compétences qui ne sont pas là, sur le fait de porter des transitions justes. Tu disais, Cédric, tout à l'heure, les gens ils vont réagir quand on va mettre en place des réglementations, des choses comme ça. Mais c'est pas là que ça se joue. Ça se joue en fait dans les campagnes électorales, ça se joue dans les engagements qui sont pris, ça se joue dans le fait que les journalistes politiques, quand ils interviewent les gens qui sont candidats à des élections, ils leur posent des questions précises sur ce qu'ils veulent mettre en place, l'ordre de grandeur et ce qui va être fait. C'est un échec, par exemple, complet cette année sur les élections régionales. Les régions, elles sont chefs de file de l'action des territoires sur le climat. Il y a quasiment il y a très peu de débats sur ces questions-là. Les gens affichaient des trucs sans aucune quantification. Enfin bon, c'était, quand on regardait, j'ai un peu regardé, c'était assez pitoyable en fait. Hein. Même les gens très ambitieux, il n'y avait pas la démarche, il n'y avait pas l'ordre de grandeur. Et surtout, le truc dur, c'est la transition juste, c'est-à-dire anticiper les reconversions. Le besoin de formation sur les secteurs qui seront porteurs et qui portent les solutions, c'est la perception que l'effort il est demandé à chacun, il est juste. Donc c'est aussi en fait changer peut-être des aspects liés au cadre fiscal et réglementaire pour qu'on taxe un truc, on redistribue et que les gens comprennent à quoi sert la taxe supplémentaire. Ça a manqué précédemment. Et aujourd'hui, on ne peut pas le mettre en place tel que ça fonctionne dans le cadre fiscal, etc. Donc il y a vraiment des questions, pour moi, essentielles d'objectifs, de vision politique proposée aux gens, vérifiée, transparente. Il y a des questions aussi de compétences sur la mise en œuvre. Et juste pour donner un point qui moi m'a mise par terre, dans le monde entier, j'ai posé la question à mes collègues, est-ce que chez vous, il y a une formation des fonctionnaires, des, je sais pas comment on dit, civil servants en anglais, hein, donc les employés des gouvernements, des villes, sur ces questions-là? Est-ce que vous formez les gens à porter une baisse d'émissions de gaz à effet de serre? Et ça reste encore extrêmement marginal. C'est souvent uniquement les négociateurs qui sont formés aux affaires étrangères, mais c'est pas eux qui mettent en place les transitions. C'est dans les ministères des budgets, c'est des finances, c'est dans tous les ministères, agriculture, etc. Voilà. Et c'est pas là. Donc les gens à qui on confie les clés, pour qui on vote, c'est pas ceux qui font. C'est ceux qui sont en poste, qui vont rester longtemps, qui sont souvent un peu âgés. Et c'est là où il y a des enjeux de formation et de construire des compétences qui manquent vraiment de manière frappante et partout dans le monde. Donc moi je vois qu'il y a une prise de conscience, une envie d'agir, mais il n'y a pas encore la manière de pouvoir agir de manière efficace, parce qu'il n'y a pas non plus la formation qui va avec. Bon, bah écoute, on a du boulot avec la fresque pour aller expliquer justement ces sujets aux décideurs, aux agents publics, tu as raison. Ouais, donc la fresque, je crois qu'elle sera utilisée dans la première proposition de formation dans les hautes écoles de formation de la haute fonction publique à la rentrée. Voilà, donc c'est un premier pas. Mais c'est une initiation en fait, hein, c'est le ceinture blanche, jaune, voilà, et après il faut passer à la ceinture noire en fait, hein, pour que les choses elles changent vite, quoi. Exactement. Bon, bah, écoute, merci beaucoup pour ton temps, vraiment un très très grand merci. Je propose à tout le monde d'enlever les micros et d'enlever de rallumer les micros et de rallumer les caméras plutôt. Grand merci à toi. On va pouvoir te dire.
Et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Un grand merci du temps que vous passez à ça. Ouais. Bravo, Valérie. Super. Bravo. Et j'espère que le rapport, il vous apportera des ressources utiles, en fait, par rapport aux questions que vous poseront les gens, Complètement, etc., quand vous faites la fresque. En tout cas, c'était très intéressant. C'était vraiment très enrichissant de participer à ce temps d'échange. Merci. Je vous en prie. Si vous voulez recommencer, si vous voulez qu'on associe des gens plus compétents sur des questions que j'ai pas pu aborder parce que je n'ai pas la réponse, n'hésitez pas en fait à recueillir encore des questions. Et après, en regardant les questions, je peux cibler aussi dans les auteurs français du rapport ou francophones d'ailleurs, pas que français, pour vous aider. Pour faire d'autres sessions du même type avec eux, avec plaisir, on fera ça. Ouais. Merci beaucoup. Et j'ai une question, est-ce qu'il existe une fresque pour des enfants en fin d'école primaire? Une question de mon cher et tendre. Ah oui, mais il y a la fresque enfant et c'est à partir du moment où ils sont à l'aise avec la lecture. Il y a 21 cartes et voilà. Bon, bah alors il va la commander, je pense. Il a qu'à la commander et après, il n'y a pas de formation particulière. S'il sait animer la fresque normale, il pourra faire avec les enfants. Pas de souci. Parfait. Allez, un grand merci à toi. Bon week-end. Merci Valérie. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Merci infiniment. Bonne soirée. Bravo. Bonne soirée.